Écoute, je sais que tu as un background en immobilier, mais je connais pas du tout ton background en tout. Fais juste me dire, tu as un background en immobilier, ben pas background, mais t'en fais encore. Fait que j'étais curieuse que tu m'expliques un peu cet aspect-là. On retourne en 2015. C'est là qu'enfin, Q2 2015, fait qu'en juin 2015, dans ce temps-là, dans le temps que l'immobilier était très accessible, il y a fort longtemps, j'avais remarqué au fond que j'étais pas typiquement comme les autres investisseurs qui, eux, investissaient en multilogement. Ce que j'avais remarqué, c'est que déjà là, il y avait un fort flux migratoire. Il y avait beaucoup d'émigrants qui arrivaient. Puis avant de commencer à en acheter en immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été m'asseoir dans les rues, au pied du métro. Le coup de cœur que j'ai eu, c'était dans le coin du métro Montmorency, le projet Urbania. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'immigration qui arrivait là. Et généralement, les immigrants, particulièrement d'origine, je te dirais, indienne, asiatique et arabe, qui arrivent ici, ont beaucoup d'argent. Fait que ils ne louent pas. Généralement, ils achètent directement. Il y a comme des petites communautés qui s'étaient créées. Fait que j'ai été vers la copropriété, qui dans le temps était, soit dit en passant, quelque chose de vraiment avant-gardiste et novateur. Là. J'essayais de financer ça, puis les banquiers me traitaient de sans dessin. Mais là, t'as des frais de condo, t'as pas de contrôle. Pourquoi une propriété, tu peux en acheter six? J'ai ciblé au fond les 3 premières années. Je pense que c'est 18 condos, 16 ou 18 condos, j'ai un petit blanc. Puis ça a été acheté là, très, très, très rapidement en partnership individuellement et tout. Et ça a pris énormément de valeur à la copropriété. Bon, on a eu le vent dans les voiles durant le COVID. La copropriété a pris beaucoup, beaucoup de valeur, principalement pour deux raisons. Durant le COVID, qu'est-ce qui s'est passé, Maude? Le monde à Montréal, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il sortait de Montréal. Il sortait de Montréal. Fait que généralement, c'est la règle de la couronne. Ceux qui étaient à Montréal allaient sur la couronne nord ou la couronne sud, qui est à Laval. Ceux qui étaient à Laval allaient sur la deuxième couronne, qui est comme Mascouche, Terrebonne, etc. Puis ceux qui quittaient la deuxième couronne allaient dans les trous comme Sainte-Adèle, toutes ces affaires-là. Fait qu'on a bénéficié d'une forte demande qui provenait de Montréal, en fait, à Laval. Fait qu'on a connu des 20-30 d'appréciation. Et, bon, là, on a le post-COVID. On se retrouve à peu près en 2022-2023. On a encore le vent dans les voiles en copropriété pour la simple et bonne raison que c'est tellement plus accessible l'immobilier standard pour monsieur, madame, tout le monde que généralement, le propriétaire préfère aller en copropriété que rien avoir pantoute. Donc, c'est un peu nivelé vers le bas, c'est-à-dire que celui qui hypothétiquement voulait une maison va tomber dans un 4,5. Typiquement, celui qui voulait un 4,5 va tomber dans un 3,5. Celui qui voulait un 3,5 va tomber dans un studio. Fait que le monde préfère être propriétaire de quelque chose qu'il désire un peu moins plutôt que locataire de choses qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que c'est une sage décision? C'est propre à chacun. Soit dit en passant, les études le prouvent. Il y a des actuaires et une batterie d'actuaires qui ont fait les tests. Être locataire est aussi rentable, sinon plus, qu'être propriétaire lorsque tu investis correctement ton argent. Donc, partant de cette prémisse-là, souvent, quand on parle de nos jours, tu es propriétaire, tu es riche, non. C'est plus le cas, particulièrement avec les taux d'intérêt actuels. Vaut mieux être locataire puis placer la différence entre un achat et une location, à la limite dans un marché boursier. À long terme, je pense que c'est 7 ou 9 ans, là, j'ai un petit blanc, la ligne. À partir de 7 ou 9 ans, ça devient plus avantageux d'être locataire. Fait que c'est pas mauvais être locataire dans la vie. Au contraire, vous avez moins d'attaches, vous êtes plus flexible. On vit, on va en parler peut-être un peu plus tard, Maud. Ça, je trouve que c'est un sujet intéressant, mais on vit dans un air où est-ce que c'est important d'être rapide et flexible. Être propriétaire n'est pas nécessairement quelque chose de bon en soi. Tu n'es pas aussi rapide sur tes patins, disons, pour vendre une propriété plutôt que pour casser ou résilier un bail. Donc là, de fil en aiguille, bon, l'argent des copropriétés, il y a eu des refinancements, ça a généré des cash flows. Là, j'ai acheté du multilogement et mon dernier petit bébé, en fait, c'est un projet de maison de chambre. La maison de chambre accueille les nouveaux arrivants, les personnes qui ont des défis niveau psychologique, les personnes qui sont sur la CNES, qui sont invalides. Bref, c'est le monde qui sont marginalisés. Beaucoup d'LGBTQ2+. Il me manque deux lettres, là, je m'excuse. Au Rendu début, confus. oui, il y a un 2A, Deux LGBT. IA, 2+. Ouais, ça a changé récemment aussi. Donc, on prône vraiment l'accueil de la marginalité à travers la maison, puis ça va très bien. Là, je suis avec une partenaire qui a travaillé dans le domaine carcéral, donc tu es habitué de faire des gestions de crise. Et on choisit tellement nos locataires. Maud, t'arrives là, puis c'est honnêtement un havre de paix. C'est plus tranquille que dans 99% des comme multilogements. Fait que ça, c'est mon nouveau bébé, là, les maisons de chambre. Je suis en train de réorienter un petit peu toute l'orientation stratégique de mon portefeuille dans les maisons de chambre parce que la réalité est que présentement, en immobilier, puis ça, c'est quelque chose qui me trouve le cœur, là, on reçoit des demandes dans des maisons de chambre des mères monoparentales avec leurs enfants. C'est là qu'on est aujourd'hui.
On reçoit des demandes comme le gars qui quitte qui vit une séparation, qu'il faut qu'il vienne avec 2 chats. Parce que c'est tellement rendu difficile d'être juste se loger qu'il faut que tu te replies vers la chambre, louer une chambre. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment c'est la dernière étape avant la rue, là. Quand tu es rendu dans une maison de chambre, là, la prochaine étape, c'est que tu te ramasses dans la rue. Puis selon moi, puis on le voit un petit peu avec ce qui se passe à Montréal avec Valérie Plante qui achète un paquet de maisons qui reste vide, mais en tout cas, c'est une autre affaire. C'est, selon moi, le futur pour tout bon investisseur immobilier, aller dans la maison de chambre, ou du moins s'associer à des partenaires actifs qui sont dans la maison de chambre. Soit dit en passant, vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez investir dans des maisons de chambre. On est rendu bien rodé, on a des programmes partenaires actifs, passifs, etc. Écrivez-nous, DM, s'il vous plaît. Puis c'est là qu'on en est aujourd'hui. On a parti du condo de luxe, puis on s'est orienté vers, tranquillement, pas vite, vers la maison de chambre. C'est important de s'adapter au marché. Ça, c'est vraiment... Puis le marché change extrêmement rapidement. Quelqu'un qui hypothétiquement aurait tombé dans le coma en 2016 en immobilier puis se réveille en 2023 comprendrait rien. Rien de ce qui s'est passé. Les taux seraient genre « Wow, c'est quoi ce taux d'intérêt-là? Le cas quoi? Le COVID? Vous avez porté des masques pour une grippe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant d'immigrants? » En 7 ans, Maud. 7 ans, là, c'est ça. C'est un claquement de doigts. Tu vois l'immobilier évoluer comment dans les prochaines années, justement, par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt, l'accès à la propriété, tout ça, pour justement les investisseurs. On dirait qu'en ce moment, tout le monde est comme... C'est premier acheteur et investisseur, là. Je pense que tout le monde est comme sur pause en ce moment. C'est ce que je vois dans le marché un petit peu. Puis je te parlais de mon projet immobilier que je suis en train de peut-être d'évoluer. Mais j'ai un chalet locatif avec mes parents qu'on a rénové en entier, puis on loue Airbnb, puis on sent un ralentissement. C'est dur. J'ai pas d'année pour me baser dans le passé pour parler de ça, mais juste dans le milieu touristique. Puis il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à monter un projet de développement touristique de dôme, comme à Charlevoix ou comme à Tremblant. L'étude, genre, on a visité plusieurs terrains, l'étude a été faite, parlé avec plusieurs villes aussi pour faire approuver ce projet-là. C'est quand même très difficile parce que chaque dôme doit avoir ses installations septiques, son puits. Là, on se ramasse dans un air que là, on se questionne par rapport à ce projet-là, par rapport à la baisse du tourisme. Donc, tu connais Maxime Rondeau? Ben oui, je connais Maxime Rondeau, qui est plus ici, soit dit en passant, qui est en train de se faire griller la couenne au soleil. Il est revenu, là, j'ai parlé hier, il était chez eux hier. C'est avec lui que tu as le projet? Oui, ben entre autres, là, on est allé visiter plusieurs de ses terrains, puis tout ça. Puis là, lui, ce qu'il me propose, dans le fond, c'est avec mon conjoint qui est aussi en affaires, c'est de peut-être faire justement de la copropriété, mais pour des maisons, sur un de ces terrains qui aurait un 500 000 pieds carrés de terrain. Puis on se questionne beaucoup, en fait, en ce moment sur, nous, on n'est pas dans le domaine à tous les jours, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont vouloir aller aussi loin pour l'accès à la propriété? Justement, quand tu parles des couronnes, est-ce que les gens de Mascouche, Terrebonne vont vouloir aller jusqu'à Saint-Émile-l'Énergie pour peut-être une mini-maison? Encore une maison accessible en bas de 320 000, c'est rare, mais là, tu as une maison, les espaces verts. Fait que j'étais curieuse de t'entendre sur ton expertise par rapport au marché immobilier en ce moment. Puis, après ça, c'est sûr, j'aurais peut-être des questions par rapport à la copropriété divise qui n'est pas un condo, là. Mais l'aspect de est-ce que c'est un bon move ou pas, c'est vraiment là qu'on est à travers une multitude d'autres questions à travers ça, là, évidemment. OK. Vas-y par question simple. Quelle est ta première question? Comment tu prévois... Est-ce que tu penses que l'accès à la propriété va encore être intéressant dans les prochaines années? Intéressant, va être difficile, extrêmement difficile. De plus en plus, pas nécessairement une bonne image, là, mais on va associer... écoute, dans 5-10 ans, vivre seul dans un appartement, tu vas être considéré riche. Ce qui s'est passé, puis notamment avec le COVID, puis c'est le cas à chaque grande crise, il y a une séparation très claire qui se fait entre les riches et les pauvres. On le voit dans ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, grosso modo, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est le même bien, ta pomme que tu as en 2022, ça te prend plus d'heures travailler pour l'acheter qu'en 2023. Même si tu es payé 20 de l'heure les 2 années, ben, tu sais, étant donné que ta pomme vaut plus cher, il faut, mettons, que tu travailles 15 minutes de plus. Là, c'est n'importe quoi les chiffres que je donne. Fait que ce qu'on appelle une augmentation de l'IPC, de l'inflation, l'immobilier a énormément ressenti ça. Donc, est-ce que ça va être intéressant? Oui. Est-ce que ça va être les produits standards? Non. Typiquement, dans le passé, je te dirais que le luxe, il y a comme, on pourrait dire qu'il y a 3 gammes en immobilier. Okay? Tu as le bas de gamme, le moyen de gamme, puis l'haut de gamme. L'autre gamme va rester extrêmement intéressant. Les gens riches en période difficile économique s'enrichissent. C'est là qu'il y a un fossé qui se creuse. Les gens pauvres s'appauvrissent. Le in-between de la moyenne gamme est en train de se scinder en 2 présentement. Fait que selon moi, soit tu es mieux d'investir dans une dompe que tu vas rénover ou d'investir dans un bel immeuble
et viser les personnes qui sont plus, disons, aisées. Ça m'apporte un petit peu dans ton projet des chalets touristiques. Selon moi, ce qui va faire la pierre angulaire du monde, disons, qui vont se différencier en immobilier les prochaines années, c'est qu'il va falloir que tu cibles bien ta clientèle. Cibler du monde aisé. Pour tu sais, exemple, ton projet de dôme, ton projet de chalet, visez pas la population moyenne, parce que la population moyenne en rétraction économique, ce qui se passe, c'est qu'ils coupent dans les voyages, ils coupent dans les fins de semaine, ils coupent dans tout. Mais les gens riches, au contraire, s'enrichissent, sortent plus. Fait que tu sais, ton chalet, typiquement, est-ce que c'est un produit que tu considérais de luxe présentement? Lui, avec mes parents, par exemple? Oui. Ouais. Oh, oui. Non, ben la grandeur ne peut pas, en termes d'installation et en termes de qualité des rénovations, oui, mais en termes de grandeur, superficie de pieds carrés, non. OK. Est-ce quelle accommodation il y a présentement dans ce chalet-là en question? Une douche extérieure, un foyer intérieur-extérieur, bon, la vaisselle, laveuse sécheuse, un balcon couvert l'hiver, un balcon couvert en haut, moustiquaire, un quai, 3 kayaks, une chaloupe. Ouais, ça fait le tour. Accès à des randonnées du Est-ce qu'il y a terrain. un spa? Non, c'est le... Est-ce qu'il y a une table de billard? Non, ça rentre pas, c'est un 750 pieds carrés. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des ajouts sur la maison pour ajouter ça? Comment que c'est? Non, à cause qu'on a la bande riveraine passe dans le chalet maintenant. OK. Au fond, la réflexion qu'il faudrait que tu ailles, c'est est-ce que tu peux rajouter des commodités des gens riches, entre guillemets? Là? Souvent, là, les cigar rooms, là, ça c'est bien à la mode. Là. Dans des chalets, tu mets une petite pièce à part, genre une véranda que les gens peuvent aller fumer. Un spa. Puis une table de billard, c'est souvent si tu veux, les 3 items qu'on associe à la richesse. J'aime tellement pas dire ça, là, mais socialement, ce qui est plus convoité. Sinon, en termes d'espace, je te dirais que c'est pas tant problématique. L'espace, de plus en plus, les propriétés, surtout les copropriétés, sont petites puis peuvent garder leur cachet de luxe. Pour tes dômes, ton projet en question que tu as, là, les dômes, ça, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça me semble du moins unique, où il n'y en a pas beaucoup au Québec. Fait que ça, tu vas pouvoir aller chercher sur le caractère de primeur. Fait que, c'est une sorte de primauté, là. Ça se dit-tu une primauté, monde? Une primeur. Non. C'est une primeur. Une première? Une première, c'est une Ouais. sorte de primeur dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ouais, je comprends. Fait que ça, tu vas comme avoir le monopole de ce marché-là. Ben, tu sais, c'est là où qu'on s'enligne en ce moment. Le dôme est comme été mis de côté un petit peu, puis vers où qu'on veut s'enligner, notre étude en ce moment, notre nouveau montage financier fait en conséquence de tu sais, prendre un terrain. Après ça, on le sait qu'Arpenteur, il y a 8 terrains disponibles, puis de faire 8 terrains à vendre avec un contracteur en copropriété divise qu'on vendrait, puis après ça, ça serait terminé pour nos pas de gestion de day-to-day comme un projet touristique. Pour un premier pas en immobilier, ben, premier pas en autre que le chalet là, que je t'ai parlé plus tôt. Mais c'est là que je me questionne par rapport à est-ce que les gens vont aller aussi loin pour une maison. C'est où? Saint-Émilie de l'Énergie. C'est où? C'est 1 heure de Montréal environ. 1 heure de Montréal, est-ce que c'est proche d'une pente de ski ou Oui. des lacs navigables? Ouais. À peut-être 25 minutes de Saint-Côme. 20-25 minutes. OK. Ben, c'est sûr, j'aurais tendance à dire qu'est-ce que je viserais, ce serait probablement plus des chalets locatifs dans ce coin-là qu'une copropriété divise, là, qui est une propriété divise qui est comme le même principe qu'une copropriété divise. C'est-à-dire que tu achètes un terrain, puis pour faire simple, tu fractionnes les coûts reliés aux installations. C'est ça, une copropriété ou la division. Donc, j'aurais tendance à dire d'y aller plus vers un avenue de comme, tu achètes le terrain, puis tu fais des chalets là-dessus, locatifs. Puis tu construis quelque chose de plus haut de gamme, entre guillemets. Puis ça, typiquement, ce qui va se passer, c'est que tu peux viser la clientèle entrepreneuriale, genre IBM qui fait une retraite avec ses cadres. Ben écoute, une maison par famille. Puis ça, souvent, qu'est-ce qui est intéressant avec ces retraites-là, c'est que c'est genre 1 fois par année, ça devient comme une culture d'entreprise. Le monde font ça 1 fois par année, fait que tu es capable de booker une récurrence. Parce que c'est sûr écoute, je connais pas le marché économique là-bas, mais il doit pas avoir de grosse industrie ou beaucoup d'emplois. Ça doit être saisonnier. C'est ciblé le plus femmes seules télétravail. Là. C'est ce que j'ai vu dans les mini-maisons. C'est souvent des femmes seules ou retraitées qui veulent être encore en nature ou jeunes couples pas d'enfants là, dans les mini-maisons. Ben, mini-maisons. C'est pas obligé d'être mini-maison. C'est juste que c'est une des rares villes au Québec qui accepte les mini-maisons par rapport aux réglementations pour les chambres, grandeur minimum des chambres et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est un avenue dans laquelle on explorait. Là.
Avec plein de réserves, j'aurais tendance à dire un chalet locatif. C'est sûr que votre cash flow va être vraiment différent, là, dans le sens qu'un Ouais, chalet vraiment. locatif, tu le récupères à long terme, tandis que si tu fragmentes ton terrain, si tu le segmentes, tu le vends, écoute, ça va être un retour plus rapide, mais peut-être moins intéressant à long terme. Je pensais en garder un pour nous, pour faire de la chalet Ben location à long terme sur les 8, puis les exact. autres les vendre. Je te dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de votre capacité. Je pense que le facteur le plus important que tu as bien considéré, c'est la distance, là. Si tu m'avais dit je fais ça à Laval, je t'aurais dit en ligne, comme maison en copropriété, là, tu vas pogner. Oui, non, Mais définitivement. une mini-maison aussi, par exemple, c'est intéressant. Ça aussi, tu as une sorte de primeur là-dessus. Là. C'est pas. Je pense que Sherbrooke et Rock-Forest qui étaient ouverts un peu dans ce secteur-là à avoir des mini-maisons, mais. Ouais, à je part connais moins ça, la Rive-Sud, mais oui, j'avais entendu qu'il y avait des ouvertures dans le coin de Sherbrooke, là, mais Ça, tu vois aussi, c'est le futur. Tantôt, tu me disais qu'est-ce qui changeait en immobilier. Ben, typiquement, on a tendance à réduire notre espace un peu comme en Europe, là. Je vais te conter une petite anecdote. J'ai je pense qu'on retourne en 2020, un petit peu avant le COVID. C'était avant le COVID. Fait que c'est en 2018-2019. J'ai un Français qui arrive ici, puis dans le projet Urbania, il y a ce qu'on appelle des mini-condos. OK? C'est des micro-studios, des studios, il y a plein de dénominations, mais ça a 360 pieds carrés. 360, je t'avoue, là, c'est à peu près grand comme le local ici, plus, mettons, ici, il y a 220. 220, je m'en ai dit, t'enlèves ça. Fait que, écoute, c'est tout petit. Puis pour le Québécois standard, le monde arrivait là à première visite, puis c'était comme, ouais, c'est pogné, hein? Puis là, j'ai mon couple, c'était un couple en plus, j'ai mon couple d'Européens qui arrive ici, il fait, ouais, c'est une excellente grandeur, tu sais, on vient de Paris, puis c'est standard, là. Pour avoir été à Paris l'année dernière dans un J'étais studio. comme, what the heck? Puis là, je les entendais parler, ils étaient deux, OK? Puis ils étaient, OK, tu mets ton linge ici, je mets mon linge là, on met la petite penderie ici, on a un locker en bas, blablabla. Puis eux, c'était déjà tout fait dans leur tête, là. Tu vois, les Européens ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris ici. Voyage léger puis soit rapide. Ils sont lean, ils sont plus, tu sais, ils n'ont pas 10 000 bagages, 14 autos, puis c'est vers là que l'immobilier se rend. Pourquoi? Parce que le pied carré est de plus en plus cher à acheter. On n'a plus le luxe d'avoir autant de terre qu'on avait en 1980. On construit en hauteur, puis on construit de façon... Les condos sont plus petits, les propriétés sont plus petites. Fait que ça, tantôt tu me disais qu'est-ce qui pourrait nous démarquer un peu en immobilier les prochaines années, comment tu vois le marché? Ben, je vous dirais construire plus petit, puis plus commode. Maximiser l'espace. Oui, exactement. Tu dirais-tu que pour par rapport aux l'augmentation des taux d'intérêt, on entend aussi beaucoup sur le marché, il va y avoir beaucoup de reprises de finances, il faut attendre, faut attendre. C'est quand le meilleur moment? C'est-tu un bon timing? Tout ça, là, qui, tu sais, mettons pour moi, qui est comme c'est un premier move en tant que tel, un gros projet. Puis je pense que pour plein d'autres mondes, c'est comme j'attends-tu pas? Parce que sauf à la COVID, c'était un bon timing. Après ça, j'étais comme on va attendre. Puis là, s'ils regrettent de ne pas l'avoir fait, au final, quand tu attends, j'ai l'impression que tu regrettes le marché d'il y a un an. Donc, comment tu vois ça? Une chose est sûre, l'immobilier ne connaîtra, je ne pense, il faut tout le temps dire je ne penserai pas parce qu'évidemment, il n'y a pas de certitude, mais je le suis quasi certain, il n'y aura pas de gros crash en immobilier au Québec. On est encore extrêmement abordable par rapport à Toronto, Vancouver. C'est ridicule. Tu sais, les Ontariens et les mondes du Vancouver arrivent ici, puis comme c'est bien pas cher votre immobilier, pourquoi c'est pas cher de même? Puis si on regarde un paquet de places aux États-Unis, on est encore hyper abordable. Il va y avoir un atterrissage en douceur. Ça va peut-être pas encore prendre la valeur, mais il n'y aura pas de perte de valeur. Puis les derniers mois nous le montrent. Il y a même certains coins qui continuent à augmenter plus raisonnablement. Il n'y aura pas de crash, OK? Il n'y aura pas de situation que ça va bien aller puis tout le monde va acheter. Ce qui va se passer, si ma mémoire est bonne, il y a de 70 à 80 % des prêts hypothécaires qui ont été fixés, OK, durant le COVID. Fixé, ça veut dire que ton taux d'intérêt ne bouge pas. Ce beau petit monde-là qui ont signé en 2020-2021 quand leurs 5 ans vont arriver à terme, parce que la plupart des fixes, c'est du 5 ans, ça nous amène en 2025-2026, ils vont se retrouver avec des gros paiements hypothécaires. La plupart seront, si le taux continue ou est pareil à présentement, ne seront plus en moyen de payer. Je pense que le marché va relativement bien s'adapter parce qu'il n'y a pas assez de nouvelles constructions pour causer un crash, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une nouvelle tendance qui va être genre, tu vas acheter hypothétiquement avec ton chum, puis son couple d'amis. Fait que vous allez acheter un 4,5. Ça va être une nouvelle tendance. Ou c'est les nouveaux immigrants, ceux qui l'ont bien compris depuis 20-30 ans, qui achètent 3-4 frères de l'immobilier, puis c'est ça qui va se passer. Il va y avoir un gros changement. Les baby boomers vont vendre leur propriété.
tu as les nouveaux arrivants puis les jeunes qui vont arriver en groupe pour faire les rachats. Fait que je vois ça comme une bonne chose, dans le sens qu'en 2025-2026, d'après moi, on va avoir plus de propriétaires, mais à des fractions moins importantes de la propriété. Fait qu'exemple, à la place d'avoir 100% d'une maison, ben vous allez être 4 à avoir 25%. Mais tu sais, point de vue nominal, il va y avoir 4 nouveaux propriétaires. Ça va changer, mais la vie continue. Tu sais, je veux dire, il y a eu des crises en 80, 90, 2000. Aux 10 ans, il y a des crises soit technologiques, boursières, immobilières. Faut pas paniquer avec ça. Mais tu sais, il faut juste mettre son orgueil de côté. Il faut comprendre que la prochaine maison que tu vas acheter, c'est correct de l'acheter avec ton couple d'amis ou avec ton frère et ta soeur. Que vous prenez chacun une chambre. Puis tu sais, il n'y a pas de honte à ça, là. J'ai l'impression que l'être humain, tu l'as bien dit tantôt, on préfère être propriétaire que locataire. Même chose avec les voitures, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est la même chose. Puis on dirait qu'on veut dire que ça nous appartient, tu sais. C'est de l'orgueil mal placé. C'est ça, je pense que c'est très américain comme façon de penser aussi, mais c'est vraiment dire que ça nous appartient. Puis là, de dire j'achète avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu ce sentiment-là quand j'ai acheté avec mes parents pour la première, le chalet. Au final, c'est une belle opportunité pour moi de mettre un pied, après ça faire réévaluer, puis on a rénové. Mais ça reste que c'est... Est-ce qu'il y a le même sentiment de fierté de dire que là, j'ai économisé beaucoup, j'ai mis un cash down, j'ai acheté moins quand même quand on le fait en groupe, je pense? Ça, c'est une tendance qui est générale parce que souvent, en investissement immobilier, la question, c'est tu as combien de portes? OK? Ça, c'est classique. Puis la personne qui, exemple, 10% d'un portefeuille de 100 portes va dire « Hey, j'ai 100 portes. » Puis tout le monde fait ça, OK? La vraie question serait « C'est quoi ton actif net? » La vraie question. Mais ça, quand tu dis ça, « Oh, Chris! » Tout le monde se ramasse, il n'y a plus d'eau, tout le monde voit. Il y a un proverbe qui dit lorsque la marée devient basse ou lorsque la vague s'en va, tu vois qui ont un maillot. Ça, c'est une expression qui veut dire en cas de problème, en récession, c'est là que tu vois c'est qui les vrais des pas vrais. Puis si tu poserais la même question, le monde serait un petit peu gêné de dire ouais, j'ai 10% de 100 000 dans ce portefeuille de 100 portes-là. Fait que tu te ramasses avec exactement la même situation à j'ai 100 portes ou j'ai 10% d'équité sur exemple 100 000, j'ai 10 000 d'actifs net. Tu comprends que 10 000 d'actifs net, quelqu'un peut avoir ça, pas 100 portes. Puis ça, c'est très présent en immobilier. C'est vraiment l'orgueil. Puis honnêtement, c'est très personnel, mais moi, de mon côté, si ce n'était pas de ma conjointe, je ne posséderais pas ma propriété où est-ce que j'habite. C'est une perte d'argent, posséder une propriété où est-ce que tu habites. Puis là, je vois tout de suite tout le monde qui me garoche des roches. Quand tu payes une hypothèque, c'est une épargne forcée. Il faut comprendre que l'hypothèque que tu payes de 2 000 si, exemple, présentement, c'est à peu près 1 000 là, si tu signes autour d'aujourd'hui, même pas. C'est plus 1 500, 1 500 d'intérêt, 500 de capital. Tu économises 500 par mois. Mais c'est de l'intérêt, c'est de l'épargne forcée. Posséder une maison, c'est pas différent qu'être locataire puis faire un virement automatique sur ton compte de banque chaque jeudi pour verser. T'sais. Puis, c'est effectivement, tu l'as dit tantôt, c'est très américain comme pensée. Tu sais, le rêve américain, tu as ta maison, tu as ton gazon, tu as ton auto. Je ne penserais plus que l'argent... Tu remarqueras, toutes les grosses entreprises maintenant, c'est des entreprises de technologie. Puis les entreprises de technologie n'ont pas d'actifs tangibles. C'est plus... C'est l'ère de l'information. Valeur qui est vendue sur de l'air d'un produit qui va être développé plus tard. Exactement. Puis l'immobilier, c'est pas mal, selon moi, la seule valeur tangible qui reste encore dans le marché actuel. Et sous peu, avec toutes les metaverses et toutes ces affaires-là, ça va peut-être changer. On parlait justement avant le podcast tantôt, je parlais avec Maud à quel point ça change rapidement. Peut-être qu'on aurait la même conversation dans 15 ans, puis l'immobilier va comme plus exister. Ça va être institutionnalisé, puis tu vas avoir comme des parts d'un metaverse ou whatever quoi. Présentement, à date d'aujourd'hui, je pense que l'immobilier est un bon chemin. Peut-être pas autant que 20 ans, peut-être pas autant que 30 ans. Il faut juste s'adapter. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là, je suis locataire, puis je regarde, mettons, pour louer ailleurs. Mais le coût du logement est aussi cher que quand je regarde pour un condo. Puis je regarde pour un condo, puis je calcule taxe de bienvenue, taxe municipale, frais de condo. Là, je sais que comme le montant qu'on voit sur Centris, on s'entend qu'il faut ajouter des choses. Puis c'est là que je me dis, ben tant qu'à faire, je vais pas aller dans un endroit que je suis locataire si je suis pour payer la même chose pour mon hypothèque. Fait que je sais pas si toi, c'est ce que c'est parce que tu vois que le locataire, c'est parce que si je peux mettre la différence pour investir, là, je suis d'accord, mais au final, en ce moment, avec le marché actuel, je vois beaucoup que c'est presque identique pour un 4,5 loué versus un 4,5 acheté. Bon, c'est un super beau commentaire. Il y a deux choses qu'il faut qu'on garde, deux prémisses, OK? Acheter le condo, combien de cash down il faut que tu mettes? 5 OK, 5 mettons. 25 000, mettons. Ça, c'est mettons que tu penses SCHL, parce que là, c'est rendu super top se qualifier avec les critères de qualification actuels.
Fait que, mettons, 25 000 OK? Ton 25 000 place-le hypothétiquement à la bourse. OK? On va le placer à la bourse. La bourse, la règle du 7 ans. Puis honnêtement, après, je décourage de placer à la bourse là, si vous avez d'autres véhicules. La bourse, c'est un peu comme ton dernier choix au bar à 3 heures du matin. Là. Moi, je ne suis vraiment pas un fervent de la bourse, mais quand j'ai pas d'argent parké, je la mets à la bourse. Là. Ton 25 000 va doubler aux 7 ans. OK? On va faire le calcul ensemble. Roughly, doubler aux 7 ans, puis tu inclus l'inflation. Fait que ton 25 000 devient un 50 après 7 ans, 100 000 après 14, 200 après 21, 400 après 28, 800 après 35, petit dernier, 42, 1,6 million. Tu as quel âge? 27. OK. À moins de 70 ans, tu vas avoir 2,8 millions. Puis ça, c'est en valeur d'aujourd'hui. Là. OK? Ça, c'est juste en faisant le choix de rester, toute chose étant égale par ailleurs, là, de rester à louer plutôt qu'acheter. Même si c'est les mêmes coûts, le coût de renonciation, ton cash down, si tu le places dans le véhicule qui rapporte un rendement correct, qui est relativement sécuritaire, on a une historique de quasiment 200 ans qu'on peut faire avec le Standard & Poor's 500. La différence, un choix que tu vas faire aujourd'hui va te permettre à 70 ans de prendre une retraite extrêmement confortable. Je peux te dire 2,8 millions. Puis si on retourne, là, mettons que tu veux le prendre un peu plus tôt, ben écoute, tu auras 63 ans sensiblement avec 1,4, qui est encore extrêmement confortable. Coût de renonciation. Ton argent investi dans ta mise de fonds est super importante. Puis en plus, si tu es un entrepreneur, puis tu prends ce 25 000-là, puis tu achètes une autre entreprise, tu l'injectes dans la technologie, si tu optimises plus, ça peut être 4-5 fois plus important que ça, le rendement. Deuxième élément, flexibilité. Condo. Condo, présentement, il y a comme 2 projets de loi 16 puis 141. Je vais résumer, là. C'est une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des copropriétaires. Ces projets de loi-là, ce qui stipule, c'est que il y a ce qui s'appelle le fonds d'auto-assurance. Pour faire simple, là, ton voisin d'en haut fait un dégât d'eau, tout le monde doit payer pour son dégât d'eau à son voisin. Fait que là, s'il fait 8 dégâts d'eau, ben, toute la copropriété doit payer. Puis ça va très vite, un dégât d'eau en copropriété. Il y a eu un changement, là, si tu veux, de fardeau de la preuve au niveau des assurances depuis quelques années. Ça, c'est assez monumental. Le deuxième, pour faire simple, le projet de loi qui a été adopté, qui est présentement en vigueur. Il y a des inspections obligatoires et des carnets d'entretien qui doivent être faits. C'est-à-dire que ce que tu payes en frais de condo risque de doubler ou de tripler dans les 5 ou 10 prochaines années. Fait que ça aussi, c'est à tenir en considération. Tu n'es pas flexible non plus. Lorsque tu possèdes un bien, c'est beaucoup plus compliqué de le vendre. Il y a des coûts rattachés à la vente. Tu es moins flexible. Tu es moins lean. T'sais, avoir des actifs, et écoute, c'est tellement 2000, là. Chez nous, on fonctionne de même mode, là. Comme le mot que je passe à mon comptable, à nos opérations, c'est « vous devez être le plus lean possible ». Je veux pas qu'on aille de bureau, je veux plus qu'on aille de bureau, on n'en a plus. Vous travaillez en télétravail, si on a besoin de se rencontrer, on loue quelque part. Vous avez besoin de la machinerie pour faire un travail, je veux pas qu'on l'achète, je veux qu'on la loue. Vous voulez entreposer du stock, entreposez pas de stock d'entretien. Commandez directement sur le contrat. Je veux plus avoir d'actifs. Ça coûte cher des actifs. Tu as un pied carré qu'il faut que tu payes. Moi, je déteste mettre ma signature sur un contrat. Tu as un bail à payer. Tu essayes le plus possible d'éviter ça. Nous, on peut se le permettre. Toi, évidemment, c'est différent. Tu as besoin d'une culture d'entreprise plus serrée. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais être le plus flexible, c'est ne pas avoir d'actifs. Ne pas avoir d'actifs, c'est que tu peux te revirer plus rapidement. Je compare tout le temps ça au bateau, là. Tu sais, mettons le Titanic, là. Il a vu l'iceberg là, de loin. Là. Il n'a pas été capable de l'éviter. Mais mettons que tu avais un petit bateau de course, là, une petite chaloupe, tu aurais juste fait un petit coup de rame. Passe à côté de l'iceberg. C'est des modes différents, mais présentement, tu as besoin d'être en chaloupe. Je veux dire, la situation économique actuelle, il y a un paquet d'icebergs, il y a des vents, il y a des tempêtes, tu dois te revirer rapidement. Pourquoi tu penses qu'on a besoin d'être en chaloupe plus maintenant qu'avant ou dans le futur, mettons? Ou c'est tout le temps un mode que tu penses qui devrait être priorisé sur les autres? Too big to fall. T'as-tu déjà entendu ça? C'est de l'hostie de dompe. Kodak. Kodak, là, ben toi, t'es trop jeune, Maud, là. Non, je connais quand même. Tu connais Kodak? Oui. Mais c'était une des entreprises les plus affluentes et les plus grosses il y a 20-30 ans. Écoute, ils n'ont pas su s'adapter aux appareils numériques. C'était énorme, Kodak. Vous avez regardé la capitalisation boursière dans le temps, là, j'ose même plus, c'était comparable genre Facebook, là, c'était énorme dans le temps. Ils ne se sont pas adaptés, c'était trop gros.
Lorsque le numérique est arrivé extrêmement rapidement en 2000, là, Kodak, qui avait le même plan de match depuis des dizaines et des dizaines d'années, peut-être même des centaines, je ne suis pas certain, mais ils n'ont pas été assez rapides. S'ils n'ont pas fait faillite, on n'en entend plus parler. De mémoire, je pense qu'ils ont même fait faillite, ils se sont fait acheter. Puis il y a un paquet d'entreprises que c'est comme ça présentement, sont trop grosses pour s'adapter au marché actuel. Là. Si t'es pour être gros, arrange-toi pour être flexible. Puis, évidemment, c'était quoi ta question, Maude? C'était par rapport au fait que justement, est-ce que la chaloupe, c'est quelque chose que tu priorises tout le temps ou c'est juste en ce moment par rapport à toutes les insécurités, peut-être une récession que tu priorises la chaloupe que le Chaloupe on the way. Warren Buffett, OK? Berkshire Hathaway, super dur à dire, ça soit dit 100% quand vous êtes pacté surtout. L'entreprise, le holding, a une douzaine d'employés. Warren Buffett vaut quasiment 100 milliards de dollars présentement, mais il est ligne, il est flexible. Sa structure corporative est super simple. Lui, j'ai un paquet de petites chaloupes, les filiales. J'ai une petite équipe de capitaines qui gèrent tout ça. Il pourrait dire, j'achète ci, je gère les 600 employés, je gère les 4000. Lui a dit non, je vais être flexible. Je vais avoir mon petit holding qui va tout contrôler, mais c'est un paquet de petits bateaux à la place de tout réunir dans un gros bateau. Puis c'est comme ça qu'il a passé à travers toutes les crises facilement. Les crises de gestion, surtout les crises à l'interne. Puis, le taux, vous n'avez pas le contrôle sur tout, OK, dans votre vie. En fait, vous avez un contrôle sur 0,1% de ce qui se passe. Quelqu'un qui avait un paquet de conneries, genre 3 véhicules de compagnie qui étaient signés, variables à 1% qu'il achetait en 2020 avec le PUSC, ben là, il se retrouve à avoir le même hostie de char qu'il faut qu'il paye à 6-7%. Fait que, tu vois, l'orgueil de posséder un objet, comme ça revient un peu dans le visage des entrepreneurs. Fait que quand t'es lean, t'es épuré au fond, un peu comme Steve Jobs style. Tu sais, lui, c'était comme, je veux le moins de choses possible, je veux que ça soit simple. Pas de véhicule qui flash. Steve Jobs, dans sa maison, là, il prenait du temps à choisir ses meubles parce il voulait choisir le plus utilitaire et le plus esthétique ensemble. Lui, son but, c'était pas d'avoir une propriété, c'est d'avoir la propriété qui lui convenait. Il était lean. Juste l'habillement aussi, là, ça... Turtleneck. Qui connaît pas le turtleneck? Ben voilà, on a une Steve Jobs ici. Mais c'est d'être vraiment lean. Puis de façon très volontaire, je répète le mot parce que c'est le mot d'accent que je veux qu'on retienne, être lean. C'est maigre en français ou mince, là, mais dans le sens, possédez pas d'actifs. À votre bilan, là, vous voyez, actif égale passif plus capitaux propres, il faut que ça soit plus petit possible, le bilan. Votre état de résultat, revenu moins dépenses égale revenu net, ben, il faut que le ratio soit le plus important possible, dans le sens qu'il faut que vous ayez le moins d'actifs possible, de passifs possible et le plus gros revenu. Fait que possédez pas les outils à travers lesquels vous faites votre revenu si vous êtes capable. Toi, tu loues ici, c'est parfait. Je te dirais, achète jamais un local de même. Beaucoup trop d'achats, d'attaches, excuse. Tu penses quoi d'acheter un local commercial, mettons, duplex commercial? T'as un locataire en bas, puis tu les en haut, mettons. Si tu es un propriétaire immobilier, c'est super. Si tu es un entrepreneur qui veut acheter ça pour générer un revenu de side, je te dirais non. Tu sais, garde-toi une réserve. On a tous nos champs d'expertise. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de bien connu. Tu sais, tu peux pas focusser sur 18 lapins en même temps. Si tu veux être un propriétaire foncier, un propriétaire immobilier en ligne, investissant en immobilier, tu peux être un entrepreneur high-tech, investissant en high-tech, mais sois pas un high-tech qui achète de l'immobilier. Souvent, ça ne vire pas bien. Au pire, tu peux t'associer à quelqu'un qui est très fan de l'immobilier. Tantôt, tu disais que la bourse, c'est quelque chose que tu mets en dernier quand tu as 3 heures du matin dans le bar. Là. Ouais. C'est où la meilleure façon de gérer tes actifs pour toi ou de l'argent de côté autre que la bourse? Là, tu parles de l'immobilier, mais pas trop. Logiquement, l'immobilier, c'est où d'abord là, que tu suggérais aux gens de foncer au niveau des investissements d'actifs? Là? C'est vraiment une bonne question. Je vais apporter aussi une nuance. Si vous n'êtes pas un entrepreneur, vous n'êtes pas propriétaire immobilier, évidemment, investissez en bourse. OK? Par contre, lorsqu'on a un éventail un peu plus large, je vous dirais que la bourse, c'est une sorte de valeur qui est relativement stable. Si on regarde un historique, puis on regarde à long terme. Priorisez aussi, sous réserve de votre revenu, consultez votre fiscaliste, blablabla. Là. Priorisez le CELI au REER avant d'investir dans un marché hors CELI REER. Personnellement, je suis un fervent partisan du prêt privé. Là. J'ai plusieurs centaines de milliers de dollars en prêt privé, puis c'est mon cheval d'assise, en fait. Là. Lorsque j'ai de l'argent disponible, ma priorité, c'est d'investir en prêt privé. Prêt privé, c'est pas... On pense tout le temps que c'est comme en 1930, tu arrives puis tu casses les kneecaps de quelqu'un. Là. C'est pas ça le prêt privé. Okay?
Prêt privé, quand tu es en immobilier, c'est exemple, écoute, c'est quelqu'un qui va à travers une séparation, puis tu vois qu'il va bien financièrement, mais il ne peut pas refinancer auprès de la banque. Fait que tu lui prêtes de l'argent. Sa maison vaut hypothétiquement, on va mettre des chiffrons, vaut 500 000 il y a 400 000 de payer là-dessus, puis tu lui prêtes 100 000 exemple, pour passer à travers le divorce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, en tant que prêteur privé, tu as quasiment le goût qu'il soit pas capable de payer parce que tu récupères la maison qu'il faut 500 000, tu comprends, avec juste 100 000 de prêt dessus. Fait que le prêt privé, il faut faire attention, évidemment. Il faut que tu aies des bonnes cautions. Faut que tu aies un premier rang, idéalement, ou un solide deuxième rang. Mais tu peux investir à du 17 du 19 qui est le double, quasiment le triple de la bourse. Puis c'est aussi sécuritaire. C'est très méconnu, OK? Soit dit en passant, là, le prêt privé, souvent on dit ça, puis le monde pense que c'est juste Al Capone qui fait ça. Tu as une couple de niche au Québec qui fait ça, mais c'est extrêmement rentable. Quand vous avez les bonnes cautions, les bonnes connaissances, repassez avec votre avocat par-dessus les documents aussi, parce que le prêt privé, ça peut être soit un rêve utopique ou un putain de cauchemar si vous faites avoir dans une clause. Fait que repassez avec un avocat qui est spécialisé. Je dirais le deuxième bon véhicule de placement, c'est ce qu'on appelle le marché dispensé. Suspense, je bois ma gorgée de café pour faire durer le plaisir. Marché dispensé, c'est quoi? Maud, demain matin, tu as besoin de lever 100$ pour acheter ton concurrent. Tu fais appel à Whitehaven, par exemple. Tu lui dis, écoute, Whitehaven, j'ai besoin de 100 000. Eux, ils s'en vont voir dans une banque d'investisseurs au privé. Puis, ils font ce qu'on appelle l'équivalent d'un... C'est pas un prospectus, mais c'est un document. Puis, ils disent, Maud vous garantit un rendement de 12% contre hypothétique. Pitch deck pour aller chercher des anges investisseurs, c'est ça? C'est un peu dans ce genre-là, mais c'est à la place d'être des anges, c'est du monde, monsieur, madame, tout le monde. Comme, moi, c'est Fashion Hero. Tu sais, LG, des Backstreet Boys, là, bon, il est comme commentateur là-dedans. Puis j'ai beaucoup d'argent dans Fashion Hero, qui est une compagnie qui va être... En fait, tout le monde associe Fashion Hero à Backstreet Boys. J'ai pas vraiment connu ça, là. Mais j'ai beaucoup de parts privées là-dedans. Dans une compagnie qui s'appelle aussi Optel. Optel qui fait les télévisions et les téléphones dans les hôpitaux. C'est assez connu. Tu sais, mettons que tu t'en vas à l'hôpital, t'es alité, t'as un accident, mais t'as ta TV ici, là. Ben, la TV est louée par Optel, là. Fait que j'ai plusieurs compagnies comme ça que j'ai des parts à l'intérieur. C'est pas un marché public comme la bourse, c'est un marché privé. Fait que c'est littéralement comme Diego, mettons que c'est un courtier, là. Maud va voir Diego me dit « Hey, t'as besoin de combien? » Là, je dis « Hey, Diego, je te prête tant de pourcents d'argent, là, vous faites tous les papiers, puis tu y verses de l'argent, puis lui me reverse l'argent. » Il y a tout le temps un intermédiaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché dispensé. Par contre, il faut être ce qu'on appelle un investisseur qui est qualifié, qui est expérimenté. Tu as certains critères à respecter, niveau revenu, actif net, etc. C'est moins accessible, je te dirais. Donc, ces deux chevaux-là, ce qu'ils vont te permettre d'avoir, c'est des dividendes puis des revenus d'intérêt stables chaque mois, qui vient contrecarrer un peu. C'est important de diversifier, OK? Si tu as juste de l'immobilier, si tu as juste de la bourse, faut diversifier. Puis le troisième produit qui est pour tout entrepreneur, puis si tu n'en as pas, je t'encourage à aller vérifier, c'est l'assurance participative avec portion participative. Pour faire simple, ça te permet de mettre de l'argent, de générer un super bon rendement qui frôle le 10%, mais net d'impôts, que tu vas pouvoir sortir net d'impôts aussi à ta retraite. Très rentable aussi. C'est quelque chose que tu prends à travers l'entreprise ou comme personnel? Oui, à travers l'entreprise. Pour les actionnaires de l'entreprise? Oui, exactement. Ton entreprise prend une assurance sur ta tête, puis toi, tu peux participer, assurance participative. Tu peux participer pour faire vraiment simple, là, tu prêtes de l'argent à ton assureur pendant 35-40 ans, puis il te garantit un rendement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le domaine des assurances est extrêmement rentable, première des choses. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Warren Buffett l'a bien compris il y a une couple d'années. Tu sais, mettons que tu cotes à 1000$ par mois d'assurance, ben, ce 1000$-là, les assureurs l'investissent, vous comprenez? Puis tu vas peut-être jamais le réclamer avant ta retraite dans 40 ans. Fait qu'il lève de l'argent à 0%, là. Le 1000$ par actionnaire le lève à 0%. Fait que c'est ultra rentable pour eux, puis pour toi aussi, parce que c'est un rendement qui est garanti. Là, derrière les assureurs, tu as comme l'équivalent d'un assureur d'assureur que le Canada back. Fait que c'est impossible que tu perdes ton argent. C'est fou comment le domaine des assurances est méconnu. Récemment, c'est quand même un petit bout, Jean-Michel et moi, Jean-Michel qui est mon associé, on a pris des assurances vie avec la compagnie pour chacun. Moi, j'en avais personnel, j'en avais personnel.
mais pour chacun, si un actionnaire décide de racheter les parts, etc. Exact. Mais j'avais pas proposé ça. Ben, j'imagine que c'est pas quelque chose non plus qu'ils proposent, mais je vais aller à assurance participative. Assurance vie Je vais participative. aller le vérifier pour voir si je peux faire changer ça. Ça, soit dit en passant, quand tu es un entrepreneur qui a quand même un surplus de cash flow, c'est pas mal le meilleur véhicule qu'il faut. Puis ça, c'est pas juste pour toi, c'est éventuellement, Maud, c'est des enfants. Assurance vie, puis j'étais pareil comme toi il y a comme 2 ans. Là, puis je me considère comme un homme d'affaires relativement expérimenté. Puis tu me disais le mot assurance, j'étais genre... Tu sais, moi, j'avais le gars de Future Shop qui me vendait une assurance de 3 ans, ça a été, j'étais comme, ça sert à rien, ces affaires-là. Quand tu prends le temps de parler, tu te rends compte qu'en fait... C'est important, c'est juste méconnu, puis t'en as tellement de types de différentes assurances qu'il faut que tu les apprennes, puis ça m'intrigue, moi, mais on dirait que t'en as tellement que tu sais plus, là. C'est un instrument financier, en fait, les assurances. Le monde pense que c'est... Dépenses. Dans l'assurance vie, du moins, c'est un instrument financier ultra important. Puis les grandes richesses, là, ils ont des d'assurance, là. Tu sais, comme 100 000 par mois qui payent d'assurance participative, puis tu n'as pas de limite par rapport à la grosseur d'entreprise. Puis ça, les très riches l'ont connu. Ils le connaissent. Puis, tu sais, tantôt, on disait qu'est-ce qui sépare souvent là, les gens riches des gens pauvres. Bien, c'est que ce genre de détails-là sont méconnus des gens qui n'ont pas nécessairement une éducation financière ultra adaptée. Tandis que c'est bien connu des gens riches. Mes 2 filles ont déjà des assurances-vie qui valent plusieurs dizaines de milliers de dollars sur leur tête. Là. Puis le monde me dit, mais l'assurance-vie, ça sert à quoi, blablabla. Ben, ma fille, à 18 ans, je vais pouvoir lui donner son assurance, puis elle va pouvoir l'utiliser littéralement pour acheter de l'immobilier. C'est un luxe qu'ils vont avoir, puis honnêtement, ils vont être... Je considère qu'ils vont probablement être les seuls dans leur secte à avoir ça. C'est méconnu. Mais assurez vos enfants aussi quelque chose de super nice à avoir. Votre conjoint, écoute, vous pouvez assurer des parties de votre corps, elles sont importantes. Les acteurs porno assurent leur Joe. Les musiciens assurent leurs mains. Puis c'est ultra important. Comme la pilule du lendemain, l'assurance. Là. Ouais. Oh mon Dieu, je savais pas ça, ça en apprend des bonnes. Ouais. Je serais curieuse, j'ai d'autres questions aussi par rapport un peu à la copropriété, mais on les fera à la fin parce que je veux te faire parler aujourd'hui. Ben non, vas-y. Garde-toi. Si t'es là, le public là, hein. Ben non, c'est plus parce que c'est quand même, c'est ciblé là, ce que je veux faire, mais comment ça marche le financement par rapport au fait que, justement, tu sais, mettons, on va prendre des chiffres fictifs, tu achètes un terrain 400 000, puis toi, tu voulais faire construire un condo, mais condo, maison, un peu la même affaire. Puis par la suite, le financement, la personne qui passe à la banque, ben non, moi, c'est un peu différent dans le fond, parce qu'elle passe à la banque, elle achète, oui, une partie du terrain, mais elle achète le projet parce que, oui, tu vends un pied carré, mais tu vends pas un coup par pied carré dans un projet comme ça. Après ça, tu as un montant aussi pour le contracteur. Mais au final, si elle donne 5 % est-ce que le promoteur est payé tout de suite? Je sais pas si tu comprends ma question. Je vais être très franc avec toi, Maud. C'est le genre de projet que j'ai jamais fait. Fait que j'ai pas réponse à ta question pour le financement. Je veux pas m'aventurer dans un sujet que je connais pas. Après le podcast, par exemple, je peux te référer à quelqu'un qui est très solide. OK, cool. Un courtier, ça va me faire plaisir, mais c'est tout nouveau pour moi, le développement. OK. Tu sais, j'en apprends. Je suis probablement pas plus loin que toi. Je suis très optimisation. Je suis très achat neuf. Je suis très refinancement. Mais du from scratch, de bâtir... OK. C'est bon, je prendrai ton contact après. Puis, je serais curieuse, je sais qu'Entretien Condonet, c'est ton entreprise. Oui. Explique-moi un petit peu comment ça se passe, comme quelle portion Entretien Condonet prend versus tous les autres projets, investissements actifs que tu as. Ça ressemble à quoi une journée, une semaine dans ta peau? Entretien Condonet, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Si vous êtes un investisseur immobilier, ce que je vous suggère fortement, c'est d'avoir ce qu'on appelle une OPCO, une opérante, qui va générer du cash flow que vous allez pouvoir injecter. Quand on transfère de l'argent, il y a quelques règles fiscales quand même à respecter, là, mais pour faire simple, quand je transfère de l'argent hypothétiquement d'Entretien Condonet dans mes holdings, mes placements, l'argent est libre d'impôt. Le fisc ne touche pas à cet argent-là. Donc, moi, fiscalement, je suis pauvre. Ça, c'est bien connu. Là. McSwain était très là-dessus. Puis, en tant qu'entrepreneur, je me verse un très petit salaire. Je suis pauvre. Écoute, le fisc regarde mon bilan puis il m'envoie un crédit de solidarité. Là. Donc, c'est pas des farces. Là. Mais l'argent des compagnies, eux, sont, disons, plus aisés, plus riches. Donc, tu as ce qu'on appelle une OPCO, qui est une opérante, qui elle-même va envoyer... Ton opérante est en bas, en fait. Là. Elle-même va envoyer de l'argent dans ce qu'on appelle une holding, une compagnie immobilière, qui, elle, va réinjecter dans chaque projet. Donc, mettons, on a Maud Belval-Co, okay, qui est l'opérante. Tu as une holding, Maud Belval Inc. Mettons que tu as ton projet de chalet avec tes parents, blablabla. Ben, c'est une sorte de toile d'araignée. Mais ultimement, ton argent qui va de là aux 3 ici, il y a 0 impôt qui est pris là-dessus. C'est pour ça que vous allez souvent entendre le stéréotype, c'est « Ah, on sait bien, les riches ne payent pas d'impôts. » Bon,
on va apporter une nuance. On paye énormément de TPS, TVQ. Je paye une quantité astronomique de DAS de salaire. J'ai à peu près 2 millions qui partent par année là-dessus. Fait que oui, je ne paye pas d'impôts en tant que personnel, là, en tant qu'individu personnel, mais l'entreprise en paye un shitload. Là. Mais l'argent que tu pourrais te déclarer en tant que personnel, à la place de te la déclarer, tu la fais traverser tes compagnies. Fait que c'est très rentable à ce niveau-là. Entretien condo net prend peut-être honnêtement 50% de mon temps par semaine. Tous les profits qu'on a, je les réinjecte dans l'entreprise présentement. Donc, je ne vis pas d'entretien condo net. C'est une sorte de passe-temps de guillemets. Les profits sont réinvestis dans l'entreprise pour le développement. Beaucoup d'augmentation de salaire des employés aussi qui nous permet justement de soutenir la croissance. Petite partie, peut-être 25 à 30%, sont réinjectés dans les compagnies holding que je te parle en question. Donc, entretien condo net, peut-être 50% du temps, 99,99% de mon stress. ça provient vraiment de là. Mon temps, typiquement, chez entretien condo net est rendu beaucoup plus stratégique et corporatif. J'essaie de plus trop me mêler sur le terrain. Je me fixe de prendre 2 bonnes décisions par jour. Mais 2 bonnes décisions par jour au niveau stratégique, c'est quand même un coup de circuit. C'est pas une décision genre de ne pas mettre de crème dans ton café puis de le prendre noir. Là, bon, écoute, un des calculs que je suis en train de faire présentement, j'en ai probablement pour 40-50 heures d'analyse, est-ce qu'on installe un programme d'assurance pour nos employés? Là, le monde me dit, c'est sûr, c'est rentable des assurances pour... Non. Je vais t'expliquer c'est quoi qui se passe dans les entreprises avec les assurances. L'employeur se pète les bretelles, faut l'assurance pour les employés. On the side, il enlève 75$ par paye sur les employés, puis il paye 25$ de sa poche. Fait que les employés se font avoir dans le détour et s'en rendent même pas compte. Parce que ça passe directement. Ça passe dès le jour 0, fait qu'eux, ils ne le voient pas. L'exercice que je suis en train de faire, c'est bon. Je regarde l'âge des employés, je regarde c'est quoi leurs conditions, je fais des spot checks. Hey, as-tu des lunettes? Ça te coûte quelque chose pour les lunettes, dentiste, etc. Je fais des sondages. Puis quand tu prends le temps de creuser, la dernière analyse qu'on a faite il y a 2-3 ans, que je suis en train de refaire parce que je l'actualise, c'est que les employés se feraient fourrer s'ils prendraient des assurances. Parce qu'ils paieraient 75$ par 2 semaines, puis au bout de l'année, ils réclameraient 300-400$. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, je pourrais dire « Hey, je fournis les assurances aux employés », mais je ne filerais pas bien de savoir qu'en réalité, je paye 25$ par paye, qu'ils payent 75$. Fait que cet argent-là, à la place, je vais augmenter leur salaire, tu comprends? Cette analyse-là, elle doit être faite de façon continuelle parce que souvent, je dirais qu'en bas de 100 employés, mettons que tu as une personne qui fait de l'obésité morbide et je sais pas, qui fume, qui fait de l'obésité morbide, va jacker l'assurance de tout le reste de l'entreprise. Fait que c'est du cas par cas. Mais ça, c'est une décision que je vais prendre un oui ou un non si on s'assure. Mais tu sais, le monde va me dire, là, facile, oui, non. Est-ce que tu connais Teddy? Qui? L'application Teddy. Non, c'est quoi? Très prêt vraiment sur cette application-là, je pense. Non, on ne l'utilise pas encore. La raison pourquoi on a des assurances au sein de Wavency, même si on est une petite équipe, c'est par rapport au fait que personnellement, moi, je fais de la polyarthrite rhumatoïde, donc mon assurance invalidité coûterait extrêmement cher si elle n'était pas prise au sein d'une entreprise qui ne regarde pas le côté santé, en fait. Donc, on a décidé d'y aller vers, principalement pour l'assurance invalidité et assurance vie là, minimum pour Wavency. Par contre, j'ai su que c'était possible de prendre juste assurance vie, assurance invalidité, de ne pas prendre toutes les dentistes, lunettes et tout ça récemment. Mais Teddy, c'est une application qui est une application technologique qui est vraiment super. Elle te permet de donner un budget à travers l'application à chaque employé et tu choisis les catégories pour lesquelles ils peuvent l'utiliser. Donc, par exemple, il y a une catégorie sport, santé. Tu peux aller dire, ben moi, je donne 100$ par mois, 100$, 50$ par mois, peu importe, à chaque employé dans cette catégorie-là. L'employé va acheter son tapis chez Lululemon parce qu'il a accumulé 200$. Il prend une photo de sa facture, ça y fait un virement. Ça dit, c'est aussi psychologiquement, c'est ton boss te fait un virement de le montant que tu avais de disponible pour rembourser ta dépense. Donc, eux autres, ils ont un AI qui analyse tout ça. C'est aussi réanalysé à la main pour être sûr que la personne ne va pas passer McDo, des choses comme ça. Mais tu choisis tes catégories. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Puis, tu attribues un budget par employé. Fait que tu iras voir tes EDY. On les a interviewés sur le podcast Apéro RH parce que c'est super bon pour la mobilisation des employés. Puis, leur système, la façon que c'est fait, est vraiment pensé pour que l'employé se sente très récompensé par la façon que c'est fait. Tu sais, quand je te disais tantôt que l'entreprise du futur, c'est l'ère de l'information, là. Teddy, là, ils ont-tu un actif? Je sais pas. Ils ont un app? Ils ont une application? Puis ils sont 2 personnes, trois cofondateurs, puis la petite... Mais c'est Genius Move. Tu sais, je veux dire, eux, c'est peut-être bien 3 geeks qui font ça dans leur sous-sol, qui ont rien, genre, puis t'as-tu vu comment l'entreprise, sans actifs,
Il y a un goodwill, il y a un intangible qui est l'application, mais c'est exactement ça le futur. Tu as 3 dudes qui font probablement bien la palette, ou peut-être une doudette, là, je sais pas trop, là, mais ils n'ont pas d'actifs. C'est ça le futur, c'est ça l'ère d'information, c'est quelque chose de même. Il y a un problème au sein de l'entreprise, c'est j'ai de la misère à distribuer, ventiler mes coûts d'assurance. Tu as 3 smart qui pensent, hey, on va faire un app avec l'intelligence artificielle. Là, on a un exemple super concret de ce qu'on avançait tantôt, qui va sans doute m'aider dans ma décision. Là, la sous-question que je vais avoir, puis l'analyse que je vais devoir faire encore de ce côté-là, c'est suspense avec une toux. Ça va prendre combien de temps corporatif pour moi de gérer ça par année? Rien. C'est Rien. le but. C'est qu'il y a OK. beaucoup d'entreprises qui, ou presque rien, qui, les autres qui se sont dit dans leur réflexion, qui vont au final monter un programme comme ça à la mitaine. Puis tu as presque un employé, dépendamment de la grosseur de la corporation, qui va venir gérer le programme de récompense et la facture Cool. de Martine. Puis toi, dans le fond, tu dis, moi, à chaque fête, je veux qu'il y ait 50 $, puis à chaque mois, je veux qu'il y ait 25 par personne ou par niveau. Si tu peux, c'est le mettre en place au final. Après ça va se faire tout seul. Eux, ils s'occupent de faire le virement. C'est pas toi qui le fais, t'as personne. C'est vraiment, si tu prends dans ton numéro, puis de carte, puis de crédit, puis ils te le mettent direct à tes employés. Fait que... Toi, c'est quoi? Ils potent dans ton compte, exemple, à chaque 2 semaines, ou ils potent juste quand il y a le virement de l'employé? Je pense que c'est juste quand il y a le virement. Mais OK. tu pourrais regarder avec eux. Là. Sinon, je pourrais te mettre en Mais ils mettent des relation, mais- plafonds. Ouais, je vais définitivement regarder Non, ça. c'est Je comprends. vraiment Ils mettent des intéressant. plafonds. Fait que Moi, si je m'étais dit au début pourquoi on n'avait pas été avec cette option-là, c'est par rapport au fait que assurance collective, bon, ce que je t'ai dit au début, mais aussi le fait que j'ai comment, mais tu sais, il n'y a pas, au final, ça devient un avantage imposable, tandis que les assurances collectives, il y a comme une ligne grise là, par rapport à ça. Mais au final, moi non plus, personne n'utilise vraiment dentiste, masso, pis tout, là, c'est pas super utilisé, là, fait que ça aurait pu être une option de juste prendre invalidité puis aller les montants suivants de vraiment faire cool. avec Télé. Ouais. J'ai regardé. Ouais. Fait que ça, tu vois, c'est une des décisions. Un autre des décisions, c'est aussi banal que ça peut paraître. On augmente tous les employés, mettons, de 50 sous, 75 sous de l'an. Là, c'est sûr qu'en tant qu'employé, vous allez dire « Go, go, go! » En tant qu'employeur, je vais dire « Ça dépend. » OK? Comment ça va le pipeline marketing? C'est quoi mon coût de revient par employé? Est-ce que le marché, l'élasticité des prix, est-ce qu'il peut accueillir au prochain renouvellement ou indexation 75 cents d'augmentation? Si je fais ça, est-ce que je crée un trop gros écart que pour les prochaines embauches, parce que je dois respecter ça aux prochaines embauches, l'équité salariale? Est-ce que je vais être capable de supporter ça? Les coûts RH par rapport à ça, les coûts marketing, les coûts légaux, je dois tout refaire des coûts. Tu sais, l'augmentation de 75 cents de l'heure, mettons, à travers l'entreprise, c'est pas juste une augmentation de 75 cents, ça touche toutes les sphères de la business. Ça touche ma rentabilité puis ma concurrence. Parce que si je refile 75 cents de plus à l'employé, je suis moins concurrent de 75 cents par rapport à mon deuxième qui est à côté de moi. Souvent, malheureusement, c'est la règle du plus bas soumissionnaire en copropriété. Si j'augmente tout le monde de 75 cents, mais je ne suis pas capable de coter assez de deals l'année prochaine, l'entreprise ferme, vous perdez votre job. Fait que tu sais, c'est une décision qui peut, en apparence, être super simple. Mais généralement, je vous dirais de quoi? Quand il y a quelque chose qui semble facile, ce l'est pas. Vous êtes combien à l'interne chez Entretien Condonet? Pardon? Vous êtes combien à l'interne chez Entretien Condonet? On navigue entre 50 et 60 employés. Fait que là, faites le calcul, vous allez me dire, c'est juste 75 cents de l'heure. Roughly, est-ce qu'une entreprise peut accueillir du jour au lendemain, coter 93 000 $ dans son profit, 90, mettons? Tu sais, c'est des questions qui se posent qu'il faut analyser. Si elle peut le coter, là, vous voyez ça, si je le cote dans le CN, ça a des impacts sur ma capacité aussi pour les holdings. Je parlais tantôt de mon immobilier. Est-ce que je peux me permettre d'avoir 90 000 de cash flow de moins pour faire vivre? Tu sais, la question qui semble en apparence simple est ultra compliquée. Puis souvent, la ligne entre les employés et les employeurs, plus l'entreprise grossit, plus il y a une incompréhension qui se crée entre les deux sphères. Parce qu'une réalité qui n'est pas la même quand on est employé ou employeur. Ça, c'est important d'en parler librement au sein de la business. Chez SCN, je dis, écoutez, parlez de vos salaires, ça me fait plaisir. C'est important que vous en parliez. Fait que là, les personnes, exemple, se rencontrent, sont 5-6, hey, tu gagnes combien? Ben si, ça. Puis là, finalement, il y en a un qui est fâché. Pourquoi je gagne juste ça? Il faut que vous soyez capable de l'expliquer librement. Puis encourager la transparence sur les salaires, je pense que c'est le premier pas vers, en fait, l'équité. Puis l'équité, ben, c'est le premier pas vers une entreprise et une culture saine. Tantôt, tu parlais justement d'avoir d'entretien Condonet, mettons. Après ça, tu as ton groupe, quelque chose, et qui redistribue vers... Moi, j'avais pas entendu l'inverse, en termes, mettons, qu'on fait un dessin de pyramide, en termes de... Peut-être parce que j'étais autre actionnaire. Puis, tu es autre actionnaire d'entretien Condonet? Non, Okay. unique. Parce que la structure que j'étais en train de penser à monter, c'est d'avoir un groupe Mont-Belleval. Et mettons, on le verra peut-être pas comme ça, là, mais on s'en fout un peu. Fait que groupe Mont-Belleval viendrait justement être
actionnaire dans Wavency au lieu d'être juste Maud Belleval, donc une double protection au niveau légal. Même chose pour les projets d'immobilier, mais tout reviendrait à Groupe Maud Belleval en termes de, tu sais, je me paierais par dividende et non par salaire comme que là, je fais en ce moment. La décision de payer un salaire en ce moment est par rapport à si je voulais acheter une première maison pour la banque. Mais, fait que c'est comme, cette structure-là vient faire toutes les autres. Toi, tu as comme fait l'inverse. Puis t'en as comme une double. En fait, c'est lié. On dit la même chose. OK. Ultimement, dans un monde parfait, tu montes Belleval en haut ou encore mieux, cristallise la valeur de ton entreprise puis met une fiducie. Ça, c'est un hostie de science, les fiducies, soit dit en passant. J'essaie de lire là-dessus, puis on dirait que... Quand j'ai ouvert ma fiducie, j'ai fait affaire avec mon fiscaliste, puis je saignais quasiment du nez quand il m'expliquait. Il disait, hey, il faut que tu achètes un lingot d'argent. Chris, tu me niaises-tu? Je dis, non, il faut que tu achètes un lingot d'argent parce que c'est très technique, puis j'ai vraiment un petit lingot d'argent, genre comme ça, quelque part dans un livre. C'est vraiment drôle. Bref, ça existe encore des lingots d'argent. Mais c'est très formel, là. Une fiducie. Si je meurs, en fait, le lingot d'argent a été acheté par quelqu'un d'autre, qui est un de mes amis, puis c'est vraiment technique, mais le point de vue, c'est que c'est très rentable fiscalement. La fiducie, Maud fiducie, de la fiducie ou Maud qui peut être intersubstituée, possède la compagnie incorporée, ta holding, qui elle-même possède ton opérante, puis tu peux mettre, à ta discrétion, soit tes autres projets immobiliers ici ou en dessous. Ça n'a pas vraiment d'impact. Le principe, c'est qu'on appelle tout le temps... faut qu'il y ait un voile juridique. Un voile juridique, là, très présent en construction, tu entends tout le temps, là, c'est d'entrepreneur, man, je suis pas capable de récupérer mon argent, même si le projet, c'est de la dompe. Eux, ils l'ont compris, l'affaire. Mettons que Maud Belleval a fait une très grosse patate, OK? Puis, Entretien Condo Net fait une petite grosse patate, là, je sais pas. Il y a quelqu'un qui glisse sur une mop et qui se tue. Si mon assurance, pour Y raison, ne veut pas couvrir, il y a une ligne qui se fait. Là, il ne peut pas aller réclamer de l'argent, Placement Label et compagnie, ou peu importe les autres entreprises. Il va faire qu'on coupe Placement Label et compagnie, soit dit en passant au montage. Il ne faut pas que ce soit partagé. Il y a une ligne qui se fait. Fait que c'est une protection juridique. Puis c'est souvent la raison pour laquelle les personnes qui ont beaucoup d'entreprises ont comme plein de compagnies. C'est qu'il y a une protection qui se crée à chaque niveau. La seule façon que tu peux traverser cette protection-là, c'est lorsqu'il y a une négligence ou un crime. Si tu fraudes ou s'il y a une négligence bien connue grave, là, genre tu mouilles volontairement le plancher parce que tu veux assassiner cette personne-là, là, il y a des exceptions, mais ultimement, c'est ça. Ta holding en haut possède toutes tes liquidités qui sont à l'abri des poursuites. Fait qu'on dit la même chose. Fait que c'est la même chose au niveau de, par exemple, le versement en dividende qui vient dans le groupe peut être réinvesti en immobilier à travers le... Il faut que tu aies au moins une action, au fond, qui lie les deux. Ce qu'on appelle un dividende interco. Bon, là, il faut se fier à la lire, mais pour faire simple, tu peux pas avoir un dividende plus important que ton revenu net, mais il faut juste que tu aies un certain pourcentage d'actions qui lient tes compagnies pour pouvoir faire bouger ton argent. Puis écoute, ça peut aller vite, là. Écoute, ton argent bouge là, va dans là, va dans là, va dans là, va dans là. Tout accéder à faire, là, puis il finit là, en comme 15 minutes. Comment tu sais, quelqu'un comme moi qui veut apprendre là-dessus, là, j'ai lu les... J'arrête de te faire venir le dernier de Pierre-Yves Messouin, la facture amoureuse. Oui. Je pense que je me marierai pas. Mais bref, ça c'est un autre Fais un prenup. Mais ça pour dire que où tu as appris toutes ces informations-là, parce qu'il est bien beau lire Warren Buffett, tout ça, mais à un moment donné, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus techniques niveau fiscal, que même quand tu essaies de regarder avec des fiscalistes, tu as des opinions différentes, mais pour te faire une propre opinion, tu as besoin de plusieurs opinions aussi. C'est où tu t'es renseigné? C'est où tu as appris ces éléments-là? C'est sûr, collez-vous à du monde qui sont ferrés en droit puis en fiscalité, en notariat aussi. Effectivement, les fiscalistes, les notaires, les avocats ont des opinions différentes, mais les faits restent les mêmes. Le fait de la protection juridique, le voile juridique que je te parlais, c'est un fait. Bon, est-ce que tu devrais t'ouvrir une société en nom de commandite ou une compagnie incorporée? Tu as un fait sur qu'est-ce qu'est chaque compagnie, mais tu vas avoir des interprétations différentes dépendamment de l'intervenant légal. C'est sûr, hypothétiquement, je donne un exemple, tu as une notaire qui a vécu un mariage de merde, qui s'est séparée et qui a tout perdu, versus une notaire qui a vécu un beau mariage, qui est encore en couple. Il y en a une qui va dire fais pas le prenup, l'autre qui va dire fais-toi un prenup, en référence à la facture amoureuse. Donc, les faits sont les mêmes, des faits légaux demeurent les mêmes, mais les interprétations sont différentes. Fait qu'essayez de vous coller à un intervenant légal qui a un peu le même mindset que vous. Être avocat, c'est quelque chose. Être un avocat qui possède de l'immobilier, c'est quelque chose d'autre. Être un avocat, c'est quelque chose. Être un avocat qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'autre. Fait que non seulement cibler un intervenant légal, mais ciblez-en un qui a la même mentalité que vous. Mais vu que... Moi, ce que je me dis toujours, c'est comptable et avocat, c'est quelque chose que
Je veux pas, c'est pas ma spécialité. Évidemment, j'ai pas étudié là-dedans. Mais en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a le devoir de s'assurer de être capable de savoir si la personne fait un bon travail ou pas, malgré le fait que c'est pas notre métier de base. Donc, on est assez généraliste pour dire, même si je suis pas, par exemple, graphisme, ça fait pas que moi parce que c'est mon premier métier, mais je suis capable de savoir si un design est beau ou pas. Mais c'est un peu la même chose avec la comptabilité, puis la fiscalité, puis tout le droit. Fait que comment tu as fait pour acquérir cette base-là que définitivement tu as dans la façon que tu parles aujourd'hui? C'est sûr que, bon, j'ai un bac en sciences comptables et compte toute attente, j'ai un début d'MBA que je vais finir un jour. Je suis pas un moron pour certaines personnes qui pensent parce que j'ai une opinion colorée sur l'éducation. Double-checker. Et j'ai tout le temps, j'ai 2 fiscalistes dans mes amis, j'ai 2 avocats qui se connaissent pas. Évidemment, il ne faut pas que ce soit les meilleurs chums. J'ai 2 fiscalistes, un qui habite à Granby, l'autre qui habite à Laval. J'ai un avocat qui habite à Montréal, j'en ai un qui habite à Granby. Puis, lorsque vous arrivez avec un problème, puis un fiscaliste qui propose une solution, double-checker de l'autre côté. Si vous avez la même réponse, vous êtes 99% sûr que c'est une bonne avenue. Au même titre que Trust But Check, si tu as un fiscaliste qui te fait un document légal, ça pourrait valoir la peine de le faire réviser, dépendamment c'est quoi le type de projet. Là. C'est sûr, si tu embarques, par exemple, dans un partenariat de 3 millions pour scinder un terrain, fais double-checker tes affaires. Si tu embarques dans l'achat d'une copropriété de 100 000 ben, ça n'existe plus, 200 000 je pense que tu peux te permettre d'éviter de payer 6 000 de double vérification. Là. Mais double vérifier, même avec les professionnels, là, souvent, tu serais étonné de voir, genre, t'as l'avocat qui dit « C'est quoi? Où est-ce que son bac? C'est qui ce moron-là? Y a-tu un bac en... » Finalement, tu te rends compte qu'ils ont juste des opinions différentes, mais faites vérifier par quelqu'un d'autre, puis pourquoi? Demandez pourquoi. Vous allez avoir d'un épais, vous allez avoir de l'air épais au début, parce que c'est la base de quelqu'un qui a évidemment un barreau, pour le commun des mortels, c'est comme de la science inculte, là. La science occulte. Inculte. Quel lapsus, wow. Mais double vérifiez-vous, surtout avec les professionnels. Là. Puis là, tantôt, tu parlais justement 50% de ton temps entretien condonette. L'autre 50%, il va où? Immobilier. Je te dirais présentement, je travaille beaucoup sur le financement d'un des projets, sur l'optimisation d'un des projets aussi. Puis, écoute, sur des projets, soit dit en passant, 24 heures tremblant, en taux, tu mettras au montage le barcode ou le site pour aller pour les donations. Là, je travaille beaucoup sur le 24 heures tremblant. Donc, lever de l'argent pour ça. Mathis, qui est notre enfant qu'on parraine. Pour faire simple, le 24 heures tremblant, je vais en profiter pour plugger ça, Maud. 24 heures tremblant, c'est en décembre. On se réunit un samedi jusqu'au dimanche, 24 heures d'affilée. Puis, on marche, on court, on fait du ski. Pour la cause, qui est les enfants, grosso modo, qui ont le cancer ou des situations, du moins, qui sont semblables et un peu dramatiques. Puis on lève de l'argent pour ça, pour ce projet-là. À peu près 75% des fonds recueillis vont directement dans les poches des enfants, des organismes, ce qui est merveilleux en soi. C'est un taux incroyable là, dans le domaine de l'OSBL. Fait que j'ai beaucoup de mon temps présentement est alloué là. Okay, principalement, je te dirais immobilier. Là. Outre, en temps normal, c'est 50% IMO, 50% CN, roughly. Là. Je te repose la même question par rapport à l'immobilier. Quelqu'un qui veut en apprendre plus. Moi, je pense que ce que je trouve le plus difficile en voulant commencer dans l'immobilier versus quand j'ai commencé en marketing, c'est que marketing, je voulais tous les trucs d'Instagram ou comment connaître une plateforme, l'algorithme. Je pouvais manger du contenu, en gros guillemets, à planche sur YouTube. Sur toutes les plateformes parce que ça reste le même de pays en pays. Tandis que l'immobilier, ben, il y a beaucoup, beaucoup de variantes que même si je fais des formations avec les clubs d'investisseurs immobiliers, même si je vais à des conférences, il y a tout le temps quelque chose qui fait que je peux pas prendre ce qui est dit et l'adapter à ma situation. Oui. Comment que tu as appris ça? Je sais que moi, c'est beaucoup en parlant avec les gens, c'est pour ça que je demande tout le temps un petit contact par-ci par-là pour en apprendre plus. Mais toi, comment tu as commencé en immobilier? Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas eu de cours en immobilier. Puis l'immobilier, écoute, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est une guerre de bébés là. Tu sais, les groupes en immobilier au Québec, là, tout le monde se bitch, tout le monde parle dans le dos de tout le monde. Puis c'est tellement hypocrite. Là, après, ça se rencontre dans des événements, ça se regarde dans les yeux avec les bonnes poignées de main. Évidemment, je vais citer aucune école, là, mais il y a énormément d'hypocrisie en immobilier au Québec. Là, c'est flabbergastant. Quand tu es dans si tu veux, en arrière de la scène, puis tu vois tout ça, t'es vraiment sur le luc, là, dans le sens que c'est... Bref. J'ai un nom en tête, je le dirai hors caméra. Écoute, il n'y a pas de bonne école puis de mauvaise école. T'en as qui sont plus adaptés,
T'en as qui sont le moins, dépendamment d'où est-ce que t'es. Puis honnêtement, je veux même pas plugger d'école parce que... C'est plus où tu es allé chercher ton information pour faire les meilleurs moves, les meilleures décisions. Courtier immobilier. OK? Informez-vous auprès des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, avocats. Tu sais, aussi banal que ça puisse paraître, lorsque tu vas acheter ta première propriété, informe-toi, Monsieur X, comment tu calcules mon ratio d'endettement? Envoie-moi la formule. Pratique-la après. Il va t'envoyer une formule qui est très stérile, peu importe d'une banque à l'autre, c'est relativement la même chose. Informe-toi. Teste-la. Fais-la sur plusieurs projets. Connaître ta capacité d'emprunt, puis au fond, l'équivalent d'un RPV, qui est un ratio prêt-valeur. Connaître les formules de base. Puis c'est pas de la mathématique haute voltige, là. C'est une coupe de division, une coupe de multiplication. Apprends les 4-5 formules importantes. Principalement, lorsque tu n'es pas en commercial, c'est le RPV, là, ton ratio prêt-valeur, c'est important que tu maintiennes entre 75-80 RPV, Je te dirais que ta capacité d'emprunt, qu'elle soit nette ou brute, quand tu es en résidentiel, mettons que tu veux t'acheter une maison, ton RCD, ton ratio couverture de dette, qui est en commercial, là, c'est ta capacité de pouvoir payer un immeuble. Roughly, ça tourne entre 1,1 et 1,3. Pour faire vraiment simple, ça veut dire que ton immeuble génère 130 $ quand tu es à 1,3 puis il va te coûter 100 de dépenses. Je fais vraiment... Écoute, c'est vraiment roughly, là. 110, ça veut dire qu'il va générer 110 $ puis il va te coûter 100 de dépenses. Fait que plus c'est haut, plus c'est sécuritaire. Apprendre à calculer ces ratios-là, c'est pas des ratios qui sont compliqués, OK? Apprendre à les connaître. Votre courtier immobilier, pensez à travers une promesse d'achat. Osez faire des promesses d'achat. Il n'y a personne qui va coter des deals en faisant aucune promesse d'achat. Posez des questions. Quand vous allez faire le tour de l'inspection, posez des questions à la personne qui fait l'inspection. « Hey, c'est quoi ça? » On va dire « c'est un ventre de bœuf, ta brique d'école. »« Hey, c'est quoi ça? » « Ah, ben, écoute, c'est la moisissure. » Posez des questions. Soyez présent, posez des questions. Ton courtier immobilier, aussi, lisez vos promesses d'achat et tout le kit, là. Lisez-le correctement puis posez des questions. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de secret en immobilier, là. C'est poser les bonnes questions. Tu as un paquet d'investisseurs qui arrivent ici qui ne parlent même pas français. C'est des Asiatiques qui ne parlent pas français, mais qui posent des questions puis qui se collent aux intervenants. Puis 15-20 ans plus tard, ils possèdent des parcs gargantuesques. Puis ils n'ont pas d'école. Les Schiller-Lavie, les Dallaire, peu importe, les investisseurs, les gros investisseurs fonciers, ils n'ont pas été dans une école d'immobilier. Mais ils posent des questions et sont rationnels. C'est plus ça, on dirait, que je pense qu'il me... Excusez l'anglicisme, mais qui me trigger en termes de... On sait pas à qui poser les questions, dans le sens que c'est le courtier qui va répondre à ça, c'est un fiscaliste, c'est un avocat ou c'est ma courtière hypothécaire. On dirait que c'est tout le temps naviguer dans le même réseau, qu'on sait pas trop aussi. Oui. Vu qu'on les rémunère pas non plus, ces gens-là, on dirait qu'il y a un aspect que moi, on est très dans le marketing, c'est très du temps contre de l'argent, qui est très direct comme monnaie d'échange. Tandis qu'en tant que courtier, mon cousin qui est courtier hypothécaire avec qui on collabore depuis longtemps, fais-moi des recherches, change d'idée de projet au final, il n'y a pas de rémunération, je sais que ça lui fait plaisir, c'est juste un modèle qui est différent aussi, que je pense que pour moi, ça vient me... Je sens que j'abuse des gens, en fait, plus. Ben, tu sais, c'est sûr, première des choses, si tu commences à poser des questions à un courtier, établis une loyauté, il faut que ça soit en de tout doute raisonnable. Quand tu vas avoir un deal, va vers lui. Tu sais, ça serait vraiment chien. Là. Tu poses toutes les questions à ton cousin. Là, tu arrives, tu te finances avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est sûr, tu sais, explique au courtier, sois franche ou franc, puis dis, écoute, quand je vais avoir de quoi, je te promets que je vais aller devant toi. Puis respecte ta parole. On a un nom. L'immobilier, c'est petit au Québec aussi. Beaucoup de rumeurs, ça parle vite. Puis, tu sais, en fait, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure quand vous allez embarquer dans le deal. Tu sais, mettons que tu fais une promesse d'achat sur un bâtiment, ben, tu sais, pose des questions une fois que tu vas être impliqué dans le deal avec la partie prenante. Mais je comprends un petit peu, c'est un peu malaisant, effectivement, là, parce que c'est pas une rémunération qui est directe ou forfaitaire à l'heure. Aller dans des soirées, des 5 à 7 aussi. Ça, vous allez être étonné de savoir l'information que vous allez pouvoir récolter aussi à ce niveau-là. Là. C'est sûr que c'est plus difficile un peu de parler de deuxième rang à un avocat quand il y a une coupe de vin dans le nez, là, mais vous pouvez, petite bride d'information par petite bride d'information. C'est... En fait, le monde voit le marché immobilier vraiment plus complexe qu'il l'est vraiment. Là. Ça demeure une petite business. Tu as un revenu, tu as des dépenses, tu as des soustractions, tu as un financement qui se fait avec une coupe de multiplication, une coupe de division. C'est pas complexe. Tu as beaucoup de choses, mais c'est pas des formules complexes en soi. Puis souvent, le monde sont vraiment effrayés par ça parce que c'est une grosse implication monétaire. C'est certain que ça l'effraie beaucoup. Puis il y a certaines écoles qui apportent ça comme si c'était ultra compliqué pour faire un doctorat pour investir en immobilier. Ça, c'est d'autres approches aussi que
qui sont très véhiculés au Québec. La réalité est que gros du monde qui n'ont même pas leur diplôme d'études secondaires, que c'est des très gros propriétaires fonciers. Là. Tu parles de réseautage, j'avais déjà entendu, récemment dans un podcast, j'entendais quelqu'un qui disait tu vas jamais dans un réseautage pour faire des deals. Tu vas dans un réseautage pour faire connaissance, prendre le contact, puis inviter la personne à dîner après Exact. ou inviter après ça pour autre chose et non directement créer quelque chose sur le moment. Là. Ah non, c'est hyper agressif. Tu sais, souvent, je pense que c'est dans la culture principalement asiatique, mais tu apprends à connaître la personne pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, puis c'est après que tu établis le deal. Mettons que tu fais décloser un deal en Chine, puis tu arrives à la table, mange ton riz, puis bon, signe ici. Oublie ça, c'est hyper mal perçu. C'est un petit peu ici au Québec, on a cette même avenue-là, dans le sens que tu signes pas un objet, tu signes un individu. Dans le sens que souvent, les gros deals qui se font en immobilier, c'est des deals coin de table, là, c'est genre sur une napkin. Ça fait 5-10 ans que tu connais la personne, puis tu sais, c'est vraiment établi sur un lien de confiance. Puis la confiance, tu le crées pas sur un actif, tu le crées sur un individu. Fait que c'est le réseautage sert à créer le premier lien, puis après, il faut que tu entretiennes ce lien-là. Il faut que tu arroses la plante, il faut que tu mettes de l'engrais, tu y parles de temps en temps. C'est pas juste prendre la carte, je te reparle dans 5 ans. Petit resto ici et là, hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? On va-tu sur le quai de l'horloge? Hey, on va-tu tranquillement, pas vite? Puis souvent, je pense, les gens qui ont très réussi en affaires, je pense à Luc Poirier, là, c'est qu'ils ont réussi à avoir un réseau solide, qu'ils ont entretenu, puis c'est par l'entre-gens puis les contacts qui sont rendus là. Toi, tu sais, l'événement que je t'avais parlé ensemble pour la construction, là, il y a plusieurs mois, là, je sais pas si ça dit quelque chose. Luc Poirier t'a donné une conférence là-bas, puis j'ai écouté sa conférence, puis je sais pas si j'ai entendu son histoire de ce qu'il a fait avec un terrain qu'il a acheté à Longueuil par rapport au REM. T'as déjà entendu cette histoire-là? Ben, il y en a eu beaucoup sur la Rive-Sud. C'est lui qui a été en bataille contre le gouvernement pendant comme des années, des années? Oui, par rapport à l'île Charon. Oui, exact. Mais là, il expliquait qu'il y a un terrain qu'il a acheté à Longueuil qui était une ancienne carrière. Je pense à Longueuil, là, ça se peut qu'il y ait des petits détails de mon histoire qui n'ont pas suivi, mais c'était une ancienne carrière, il a payé ça quand même cher, puis le monde était comme t'es fou, tu sais. Juste faire remplir le trou pour faire bâtir quelque chose, ça va te coûter des millions de dollars. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une business avec ça, il dit, ça va me prendre 5 ans avant que je puisse bâtir quelque chose, mais ça va être un dépôt, comment ça s'appelle, j'en veux plus, mais un endroit que les gens qui vont sortir de la terre pour le REM vont pouvoir venir déposer la terre là, puis ça va être le plus proche. Fait que les gens vont me payer pour venir remplir mon trou. Je paierai pas ma terre, je paierai pas... Les gens mettaient leur... C'est le plus proche, en fait, de la plupart des endroits où le REM était construit. Fait que ça va prendre beaucoup plus d'années, mais au final, le gars, il est wise. Il est vraiment wise. Think outside the box. J'étais là, oh my God. Monsanto crée des pesticides qui causent des problèmes de santé, puis ils vendent aussi les vaccins, puis les côtés médicinal, là. C'est quand tu crées une intégration verticale ou horizontale de ton produit. Mais c'est merveilleux, là. Tu vois, il a littéralement fait une business avec un trou, là. C'est impressionnant, là. Mais il y en a vu des affaires aussi, là, comme personne, mais c'est très positif. Tu dirais que c'est quoi ton projet, genre le défi, justement, positif, négatif, le plus beau problème, on va le dire comme ça, qui est arrivé au cours de tes dernières années? Problème de main-d'œuvre. Puis là, tu vois, j'ai un gros projet de side. C'est un énorme projet. Pour faire simple, on va s'occuper de A à Z de l'immigration. Je vais avoir un contact là, au niveau de l'immigration, puis c'est en cours. Là. Je vais avoir un contact au niveau de l'immigration qui va aller chercher les employés dans le pays XYZ. Ensuite, ils vont venir ici avec un contrat de travail ECN. Ils vont venir dans une de nos résidences. Fait qu'on fait une intégration complète de tout le processus. Fait que ça règle tous les problèmes, en fait. Parce que tu vois, quelqu'un va partir de son pays. Tout ce qui est insécurité au niveau du logement, il va l'avoir quand il va arriver ici. Insécurité au niveau de l'emploi, il va l'avoir quand il va arriver ici. Puis là-dedans, on va essayer d'intégrer un système de navette ou quoi que ce soit. Puis il va y avoir une intégration qui va être faite par une personne de leur culture. Exemple, on a beaucoup de Sénégalais chez nous, très différents à la culture sénégalaise, soit dit en passant, à la culture québécoise. Des approches beaucoup plus directes. Ça, on l'a vécu d'ailleurs récemment, puis je trouve ça bien en soi. On avait un employé, trouvait une femme qui était très jolie. Il était dit « Bonjour madame, vous êtes vraiment jolie ». De façon très polie, très respectueuse. Mais le clash qu'il y a eu, c'est qu'au Sénégal, c'est normal de faire ça. C'est la franchise, c'est direct, on me niaise pas. Tu sais, je te trouve belle. Puis c'est une approche. Les femmes là-bas sont moi aussi, je vous trouve beau. Est-ce qu'on va prendre un verre? Salut, c'est réglé. Ici, ça a créé un petit malaise. Tu sais. La Québécoise n'est pas habituée à ça. Tu sais, elle est comme bon, non, pas de préliminaire. Fait que, ben, tu sais, c'est des cultures, les clashs de culture comme ça.
L'intervenant sénégalais qui est déjà en sol québécois depuis 1 an ou 2 peut dire, tu peux pas faire ci, tu peux faire ça. D'autres cultures que, par exemple, ta pause, tu la prends couchée par terre, peu importe t'es où. République dominicaine, c'est très populaire. Tu travailles à l'aéroport, c'est le temps de ta pause, tu te couches par terre. Puis c'est comme ça là-bas. Mexique, la siesta, c'est toutes des choses que tu peux pas faire ici. En ayant un intervenant culturel qui explique les non-dits, ça va permettre aussi vraiment une sorte d'appropriation de la culture puis une sorte d'intégration beaucoup plus facile. C'est un projet à long terme, par exemple. Si tu as la chance d'écouter le podcast Apéro, notre podcast Apéro RH, le dernier épisode, c'est sur le dernier, ouais, le dernier. Non, avant-dernier, sur le recrutement international, justement. Nous, on a un de nos clients chez Eventy qui fait du recrutement international. Donc, eux, ils font toute la partie juridique, toute la partie administrative. Ils vont chercher la personne à l'aéroport, ils l'aident à trouver un logement. Fait que pas mal tout ce que tu décrivais en ce moment. Oui. Puis j'ai aussi un ami, il a 3 franchises McDo, puis aussi, ils ont acheté des maisons et tout ça dans le coin de Rimouski pour faire ça. Je pense que c'est de plus en plus populaire. Puis tant mieux si on peut accompagner. C'est quelque chose qui a été dit dans l'épisode parce que j'ai aussi reçu Biscuit Leclerc, qu'eux, ils ont un département de recrutement international à l'interne de chez Biscuit Leclerc. Puis c'est ce qu'ils font, dans le fond, mais de A à Z. Le culturel aussi, ils veulent s'assurer que oui, ils s'adaptent à ici, mais comment que nous, on peut s'adapter à vous aussi. Fait que c'est un gros point fort de leur département. Sérieusement, on en a beaucoup à apprendre des différentes cultures. Là. Nous, il y a vraiment des KPI très tangibles de les immigrants sont pas absents. Les immigrants sont pas en retard. Les immigrants sont pas malades. Ils ont une sorte d'éthique de travail beaucoup plus développée que la culture québécoise. Ils chiantent pas non plus. C'est beaucoup... Je pense qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire. Puis, c'est le futur, en fait, Maude, là, parce que c'est bien poche ce que je vais dire, mais au Québec, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire l'entretien ménager. Il n'y a plus personne qui va être caissier. Il n'y a plus personne. Il y a beaucoup de métiers que les Québécois ne veulent plus faire à proprement dit. C'est un épée de Damoclès dans le sens que, bon, évidemment, on a besoin de ces métiers-là en question. Puis, c'est sûr que les immigrants qui arrivent ici, même si c'est un salaire inférieur, qui travaillent 60-70 heures semaine, ça revient au problème, à notre premier sujet tantôt. Le problème de logement que les Québécois vivent, ils ne l'ont pas, les immigrants, parce qu'ils travaillent beaucoup, paient de l'argent, achètent en groupe. Après, il y a une sorte de haine qui va se créer, puis c'est plate, mais ça arrive à chaque dizaine d'années, là. Début 2000, c'était les Asiatiques. On disait les Asiatiques Chintok. Après, ça a été plus dans les alentours de 2010, tout ce qui était arabe, il y avait une haine qui se créait contre ça. Maintenant, il y a un petit retour au niveau des cultures africaines parce que les Québécois sont comme jaloux de ces cultures-là qui arrivent puis qui ont de l'immobilier. Ils partent from scratch, puis ils ont de l'immobilier, ils ont des métiers, ils ont de l'argent parce qu'ils travaillent. Fait que c'est sûr que prochainement, il y a une sorte de... Chaque 10 ans, là, il y a à peu près il y a une petite haine qui se crée là, contre certaines cultures. C'est pas quelque chose que je connais personnellement. Je suis un homme blanc, obviously, je vis pas ça. Mais c'est très présent. Nous, on le voit beaucoup là, dans le domaine d'entretien ménager. Des copropriétaires qui lèvent le nez sur certaines cultures. C'est vraiment très triste, là. Mais il y a du monde qui pense que, par exemple, l'homophobie, ça n'existe plus, que le racisme, ça n'existe plus. Sortez de vos cabanes, là, si vous pensez encore ça, c'est encore très présent en 2023. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais écouté beaucoup de débats sur la discrimination positive, parce que là, tu sais, subventions et tout ça, emmener de la discrimination positive, des gens de différentes cultures qui avaient donné leur opinion aussi par rapport à ça. Puis je pense que c'est vraiment juste le temps que la balance revienne plus stable, en fait, là, au niveau que tout le monde, ça se stabilise. Là. C'est pour ça que là, on est dans une balance inversée, qu'éventuellement, ça va se restabiliser à ce niveau-là. Puis l'autre fois, j'étais dans une conférence avec, j'oublie tout le temps son famille, mais c'est un monsieur, Carole, il est quand même d'un certain âge, beaucoup d'expérience. Puis lui, il est un expert générationnel. Il fait le tour du monde en parlant dans des gros milieux de travail, qui explique un petit peu, ton jeune de 18-19 ans, la façon que tu le traites versus l'autre, puis tout ça. Puis il explique que d'ici 10-15 ans, il pense que la génération en ce moment qui est la génération Y, Alpha, le jeune 13 à 18 après Gen Z, ils vont environ, leur temps plein va être du 27 heures par semaine environ. Je veux dire, si tu retournes jadis, là, on retourne au début du siècle, tout le monde travaillait 80-90 heures semaine. Après, c'est tombé à 45. Dans les années 80-85, c'était 45. 90-2000, c'était 40. Là, la CINES, si ma mémoire est bonne, prévoit que c'est 35 heures présentement sur la CINES, si ma mémoire est bonne, pour être temps plein. Puis, il parle de réduire à 32. Il parle de réduire à 32 de façon imminente. Oui, c'est j'ai entendu dans les 2 prochaines années. Fait que, c'est très tangible. Là.
Puis bon, ça, c'est sûr que c'est différent. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est juste différent? Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de secret. Là. Dans une crise économique, il faut que tu fasses de l'argent pour te démarquer. Pour faire de l'argent pour te démarquer, il faut que tu travailles. Fait que c'est un choix de vie. T'sais, si tu veux travailler 32 heures semaine, j'ai pas de problème avec ça, mais viens pas refouler ta haine, ta jalousie sur l'immigrant qui arrive et qui travaille le double de toi, tu comprends? Sur les entrepreneurs aussi, parce qu'on le voit, là, il y a beaucoup, moi je le vois, là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas prêts à mettre le temps, les efforts pour. Au final, c'est la fameuse phrase, là, t'es chanceux, toi, t'as ça, Ouais. ou comment je travaille d'heures pour y arriver aussi, tu sais. Puis tu sais, d'un point de vue très statistique, Maude, là, une entreprise sur 5 va survivre après 5 ans. OK? Une sur 5, 20%. Ça, c'est des statistiques pré-COVID, soit dit en passant. Là. Ça va être bien différent que le COVID. Sur l'entreprise sur 5, l'employeur, c'est-à-dire le fondateur, si tu veux, fait à peine le salaire minimum. Puis durant les 5 prochaines années, il y en a un sur 5 qui survit. Fait que sur un échelon de 10 ans, il y a 1 sur 25 qui survit. Puis tu sais, on s'entend, je commence à plus travailler au salaire minimum dans le sens que, tu sais, je me verse toujours pas de salaire, mais si je me payais, écoute, les premières années, je devais être payé comme 6 piastres de l'heure. Ça devait être la même chose pour toi, là. Oui. Ça, évidemment, c'est pas vu par les employés parce que quand les employés arrivent dans le décor, ton entreprise est bien rodée, ils n'ont pas vu tout le derrière, le background. Le risque qui a été pris aussi. Mais oui, écoute. L'immobilier, même affaire. Est-ce que tu dors bien chaque soir? Quand même, je te dirais que... T'es bonne. C'est vraiment quelque chose... C'était pas tout le temps comme ça, là, mais récemment, je pense que c'est que... Vu que, tu veux pas, quand tu t'es vraiment fatigué, tu dors. Fait que c'est un peu... moi, j'ai réussi à bien dormir. Es-tu capable de ne pas avoir ton sel 3 jours de temps? Oui, je l'ai fait, le test. Non, mais t'es bien bonne. Moi, je suis pas bon de même. À Cuba, mais il fallait pas que j'aie de réseau, tu sais. Ok. Je savais que j'avais pas de réseau, fait que mon téléphone, même pour les photos, j'étais comme non, j'avais besoin d'une détox technologique. Ça, c'est Mes bon. parents, mes parents ont toujours été comme ça. Ils partaient dans le sud, t'as le téléphone, on le rangeait, t'essayais de nous appeler, on n'est pas rejoignable. Je l'ai réussi pendant 3-4 jours en voyage, là aussi. Après ça, on se transfère sur les photos, on emmène le téléphone pour les photos, fait que, mais pas de réseau quand même, là, fait que... Je suis pas rendu là. Je veux pas ta maturité Non? entrepreneuriale à ce niveau-là, là. Non. C'est sûr que j'avais tout vraiment pris en charge. Puis mon poste chez Wavency, il est vraiment pas dans les opérations. Il est dans le développement des affaires, l'admin. Fait que ça peut être facilement délégable, entre guillemets. Après ça, est-ce que les gens closeraient autant? Peut-être pas. Mais ça reste que comme j'avais préparé ça 2 mois d'avant. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, tu sais, la différence entre un travailleur autonome et une entreprise, là, grosso modo, c'est que en l'absence du fondateur, il faut qu'elle continue de rouler l'entreprise. Puis ça, c'est la preuve que ça a continué de rouler. Quand tu n'es plus dans l'engrenage, c'est pas toi qui pousses la roue, tu comprends? Fait que si tu sors, okay, peut-être que la roue va un petit peu moins vite, mais elle continue de rouler. Puis ça, souvent, le monde dise... J'ai appris la dernière fois, c'était quoi un solopreneur? C'est ça qui m'avait dit, c'était quoi? Ça se peut, mais ouais, je sais c'est quoi. Mais... Tu sais, le monde, sauf une incorporation, sont un employé. Puis ils disent, hey, j'ai une business. Hey, ça me fâche, sérieusement. Je suis vraiment en CRISS quand j'entends ça. T'as pas une business, c'est un travailleur autonome incorporé, OK? Un freelance, ça s'appelle comme ça. Nuançons, là. Avant 3-4 employés, si tu touches pas à tous tes départements, c'est pas une business. Puis effectivement, quand tu es capable de faire, d'être pas là, puis ta business roule, tu as réussi. C'est que tu t'adoptes une position passive, plus consultative, plus stratégique. Tes opérations roulent. C'est un hostique de step, là. Ben, ça doit être un objectif. Puis tu vois, on est 2 cofondateurs. Jean-Michel, ça fait longtemps que je le pousse à prendre des longues vacances parce que c'est lui qui s'occupe des opérations. Puis je vais voir comment on va réussir à gérer sans lui. Je trouve que c'est important. Puis c'est pas quelqu'un qui aime qui sent qu'il a besoin de prendre des vacances autant que moi. Et là, il a enfin un voyage planifié en mars. Fait que j'ai hâte de voir. Il s'en va 10 jours en Patagonie. Pack-sac, là. Pas de réseau, c'est sûr. Impossible. Pogne son sel avant qu'il parte. Hein? Pogne son sel avant Je qu'il vais avoir parte. ses courriels, il va avoir le message de me contacter. Fait que j'ai hâte de voir comment on va être capable de le faire rouler parce que je trouve ça important qu'on le fasse maintenant dans le stade où l'entreprise elle est. Parce que plus tard, ça va juste être pire. Ça va tout le temps aller Oui, en clairement. empirant que tu penses que tu peux pas prendre des vacances. Puis si on se l'oblige maintenant en étant jeune entrepreneur, ça va être facile de suivre ça. Puis moi, je pense beaucoup au fait de quand je vais avoir des enfants. Oui. Parce que sinon, je trouverais ça trop difficile. Moi et mon conjoint, les deux, on est carriéristes. Les deux, on va vouloir conserver notre carrière. Donc, à un moment donné, il faut essayer d'avoir un roulement en ce moment qui est soutenable en pensant comme si on en avait, mais qu'on n'en a pas encore. Là. Quelque chose que je véhicule au sein d'entreprise qui est un peu particulier, à la limite un peu morbide. Partez de la prémisse que vous allez mourir demain. Qu'est-ce qui va se passer dans l'équipe? Je dis tout le temps ça. Je dis, hey, si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe?
Là, je sais, typiquement, tout le monde ma finance a reçu l'instruction, tu fais ça avec l'argent. Côté immobilier, mon notaire a reçu les instructions, fiscalité, etc. Mes opérations, c'est genre, bon, vous envoyez mon message de décès aux fournisseurs, aux clients, aux employés. Vous séparez une partie du cash flow, vous le distribuez aux employés, on ferme la business. C'est tout est bien rodé si je meurs demain matin. Puis ça arrive. Je veux dire, vous n'êtes pas éternel.